Allez, connectés, bienvenue à vous tous. Salut à tous. Salut ma chérie. Salut. Salut Seb. Salut à vous deux. Yes, allez, on démarre. On va déjà vous demander dans le chat, avant de vous présenter Sébastien, et puis qu'on se présente aussi nous, parce qu'il y a du monde qui connaît Sébastien qui ne connaît pas nous. Exactement. Qui sont dans l'erreur et qui ont besoin de réparer cette erreur ce soir. On va donc vous demander dans le chat si la qualité d'image est bonne pour vous, si le son est OK. On a toujours 15-20 secondes de décalage. Donc, dans le chat, dites-nous si c'est bon pour vous, si la qualité est bonne. Alors, il est possible que vous voyez Maud en meilleure qualité que moi parce que tout le budget de la communication est pour l'ordinateur de Maud. Donc, de mon côté, j'ai plus rien. Voilà, Charlotte qui nous dit… OK. Et OK. Dylan, hello à tous les trois. Nico, salut Seb. Nico, OK, super. Alors, pendant que vous nous dites si c'est OK pour vous, on va redonner les instructions pour que ça se passe bien et que ça se passe toujours bien. Ma chérie, est-ce que tu peux nous rappeler comment se passe ce webinaire? Exactement. Alors, je suis là. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les retours sur le chat, c'est normal. N'hésitez pas surtout à poser toutes les questions que vous avez à poser. Au fur et à mesure du temps, il n'y a pas de souci, on reviendra dessus. Même si on n'y répond pas à l'instant T, c'est normal pour éviter de partir dans tous les sens et puis que ça puisse vous parler en fonction de la continuité justement du PowerPoint qui a été mis en place. Mais voilà, donc vous posez surtout toutes vos questions. Et on les posera à Sébastien ou en l'occurrence à nous si les questions nous reviennent. Mais voilà, donc faut pas hésiter. Donc c'est normal que vous voyez pas, nous on voit tout. Exactement. Alors maintenant que vous savez pour le chat comment ça va se passer ce soir, effectivement, on vous présente Sébastien. Vous êtes un peu plus de 70 à arriver. Ça va continuer à se connecter tranquillement. On va faire les présentations. Ne vous inquiétez pas. On va parler marchand de biens. C'est la première fois qu'on parle de marchand de biens. On voulait absolument s'associer avec un partenaire de taille, quelqu'un qu'on apprécie énormément. On va vous le présenter. Il va se présenter à vous. Je vois que c'est OK pour tout le monde. Je vais pouvoir comme ça, moi, partager mon écran et puis on va passer voilà. Ça, normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Hop. Voilà, le temps que ça charge. Alors, est-ce que pour vous, tout est bon? Est-ce que vous voyez bien à l'écran le flip parfait? Je vais l'enlever parce que je voudrais masquer le petit truc qu'il y a ici. Hop. Vous m'entendez bien? Pareil, de mon côté, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est nickel. Voilà, je voudrais juste masquer ça. J'arrive pas à le masquer. Bon. Masquer quoi? Tant pis, c'est pas grave, on va le laisser. Et ça va se mettre comme ça. Voilà, on est bon normalement. Ça devrait s'ouvrir. Ouais. Ça prend un peu de temps. L'ordinateur est en train de décoller. Voilà, le flip parfait. Donc ce soir, on va vous parler de marchand de biens dans l'immobilier. On va donner la parole du coup à Sébastien qui va commencer par se présenter à vous. On reprendra ensuite, on vous expliquera qui on est. Et puis on va voir le sommaire de cette soirée un petit peu particulière parce que on partage toutes ces informations avec Sébastien. Sébastien, bienvenue à toi. Écoutez, bonjour à tous. Merci de l'invitation et du webinaire commun. Ça fait plaisir. Hein, moi qui vous suis aussi sur Insta, vous me faites toujours autant marrer. Donc voilà, continuez comme vous faites. Écoutez, alors déjà, désolé, je suis pas au bureau, mais confinement oblige. Hein, je suis dans une véranda. Désolé. Voilà, c'est un super endroit, mais le confinement fait que je peux pas être au bureau. C'est comme ça. Alors qui je suis écoutez, je suis ingénieur en bâtiment de formation. Je suis né dans le bâtiment, pas l'immobilier, c'est deux choses différentes. On fait souvent le parallèle, mais un peu comme toi d'ailleurs, Laurent, hein, le BTP c'est autre chose que l'immobilier. Les gens souvent font le parallèle, mais non, c'est deux métiers différents d'ailleurs, complètement différents. Écoutez, je suis marié, j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans, et pour moi l'équilibre vie privée, vie perso est très important et j'y fais très attention. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Quand je dis l'équilibre, c'est pas de dire de pas travailler, parce que souvent les gens, l'équilibre, c'est ça. Mais non, c'est vraiment de faire attention à tout ça et de prendre les décisions importantes pour la famille et pas simplement pour le business. Donc, écoutez, je fais de l'immobilier de 3 façons. Je suis un investisseur en locatif. J'ai démarré d'ailleurs l'immobilier par ça, hein, par l'investissement locatif.
Du coup, une fois bloqué, je suis passé sur le marchand de biens. Mais avant ça, j'étais entrepreneur via la maîtrise d'œuvre. Et donc maîtrise d'œuvre, pour ceux qui savent pas, c'est en gros un architecte comment il prépare ce qu'on va appeler un permis de construire, un dossier de consultation des entreprises. Et moi, j'arrive à ce moment-là, et on construit l'opération, on consulte les entreprises et on construit jusqu'à la réalisation des projets. Et donc on est sur des opérations allant de 30 à 300 logements, voilà, dans toute la France. Justement, sur la slide d'après, je vais vous expliquer exactement ce que je fais dans ces quatre parties. Laurent, je te laisse up. Alors, la première chose, le locatif. On pilote 550 000 euros de loyer annuel sur 60 locataires. C'est une stratégie mise en place step by step avec des premiers achats très très tôt. J'ai eu la chance de pouvoir investir de bonne heure. Alors des très mauvais investissements, mais bon, il fallait bien démarrer. C'était à la maison, on nous disait il faut faire de l'immobilier. On savait pas comment, mais personne n'en avait fait, mais donc fallait le faire pour s'en sortir. Donc avec mon frère, on a investi. Du coup, on a racheté le bien 3 fois parce qu'il était tellement mal acheté que voilà. Puis à la fin, au bout de 10 ans, on en a tiré une plus-value de 50 000 euros chacun. On était très contents quand même. C'est tout ça pour ça, mais on a beaucoup appris. Et du coup, derrière, j'ai décidé d'arbitrer pour accélérer, lever du cash, avoir vraiment une stratégie en fait l'immobilier, je le vois avec un chiffre d'affaires 100 000 euros par an. J'augmente de 100 000 euros par an. Donc là, on est à 550 parce qu'on est en milieu d'année, je pense. C'est peut-être ça. Alors c'est pas fait exprès, mais et on essaye d'augmenter comme ça de 100 000 euros par an, donc 1 million d'emprunts à l'année, avec une vraie diversification, locaux pro, immeubles nus et meublés et des colocations. C'est notre stratégie en fait. On a du gros rendement sur les colocs. Voilà. Alors moi, je suis pas diversifié en LCD parce que je sais que vous maîtrisez très bien ça et bon, parce que j'ai jamais pris le temps et en fait après, une fois qu'on est passé à autre chose, on est passé à autre chose. Et si tu veux, vous savez bien, locatif, à un moment, l'endettement, au bout d'un moment, on peine, il faut aller chercher l'endettement. Mais par contre, je continuais, grâce à mon réseau, à détecter des affaires et à sentir les bons coups arriver. Et c'est là que j'ai décidé de passer marchand de biens au début timidement avec des opérations timides. Et ensuite, j'ai professionnalisé les choses. Je vous expliquerai après pourquoi, mais c'est pour diversifier la maîtrise d'œuvre en fait. Et donc maintenant, on tourne à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour environ 1 million d'euros de résultats. Qui tourne entre 900 et 1 million suivant les années. Et pareil, avec une vraie diversification, j'ai un peu touché à tout. Alors pourquoi pas par stratégie au départ, par opportunité, parce que en fait, au départ en marchant, j'avais pas de stratégie entrepreneuriale, donc j'étais opportuniste. L'opération qui m'était présentée, je la sortais. Donc j'ai fait de la division d'immeubles pour pas loin de 50 lots, même un peu plus. Création de ZAC sur 30 000 mètres carrés. D'ailleurs, tu la connais, Laurent. Des terrains à bâtir, des flips parfaits. Je vous expliquerai tout à l'heure la stratégie. D'ailleurs, j'ai démarré par ça en fait pour pouvoir me faire financer parce que le marchand de biens c'est difficile. Et donc le marchand de biens en fait j'y suis allé. Pourquoi? En délaissant un peu la maîtrise d'œuvre. Parce que avec mon associé en maîtrise d'œuvre, donc on est basé en Rhône-Alpes, en Île-de-France et en Hauts-de-France. Pareil, 3 millions de chiffre d'affaires sur des opérations comme je disais tout à l'heure de 30 à 300 lots. Mais à un moment quand tu as une boîte qui tourne, il faut aussi pouvoir pas mettre ses œufs dans le même panier, mais donc ça touche à l'immobilier. On a des références qui nous permettaient de montrer qu'on était plutôt bon, qu'on savait ce qu'on savait, on pouvait montrer aux banques qu'on avait un savoir-faire. Et donc ça nous a aidé à démarrer en marchand de biens. Et donc on a décidé de vraiment diversifier. Du coup, je passe plus que 20% de mon temps en maîtrise d'œuvre et le reste, les 80 autres pourcents en marchand de biens. C'était une vraie stratégie de diversification. Et donc je suis associé avec la même personne en maîtrise d'œuvre et en marchand de biens. Donc vraiment dans une stratégie de diversification entrepreneuriale. Et là, on est en plein démarrage pour la promotion. On est sur 2 terrains qui sont en cours de signature pour démarrer la promotion sur les quelques années à venir, parce que la promotion c'est long. Je dis souvent, tout le monde peut devenir marchand de biens, mais pas tout le monde peut devenir promoteur. C'est vachement plus compliqué. Donc voilà, pour mon parcours et ce que je fais en ce moment. Alors moi, je trouve vraiment top le fait que tu insistes bien sur le fait que tu as commencé par le démarrage et que sur la première opération, tu as fait 5 000 euros et que c'était compliqué, que c'était très friable parce que pour beaucoup, lire ces résultats, certains pourraient dire c'est juste inaccessible, d'autres pourraient dire moi, je suis déjà loin devant ça. Il y a tout type de niveau.
dans la centaine de personnes qui est connectée ce soir. Et le fait que tu rappelles que tu as démarré avec une opération d'achat-revente et que tu as fait 5 000 euros et que ça balbutiait dans tous les sens et que ça allait pas et que c'était compliqué et que tu as énormément appris, je pense qu'aujourd'hui, c'est simplement expliquer aux gens qu'il y a un démarrage dans tout. Et là, Sébastien, il l'a très bien résumé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a démarré, il a vu que c'était compliqué, il s'est accroché. Ensuite, il a fait du locatif. Il a vu qu'il est arrivé à l'encours, c'est-à-dire que les banques ne pouvaient plus lui prêter, même avec une multibancarisation, ça devenait très compliqué parce qu'il apportait, plus cette garantie. Du coup, il s'est retranché sur la partie marchand de biens où là, il s'est dit, en faisant un petit peu de trésorerie, en ayant un peu de capitaux, je vais pouvoir avoir un effet de levier supplémentaire et retourner voir les banques et leur apporter cette garantie que je n'avais pas. Donc, sachez qu'en fait, ces résultats, ils s'acquièrent avec le temps. Si aujourd'hui, vous voyez ces résultats en vous disant « Waouh, mais j'ai l'impression de voir une montagne en face de moi, comment je vais arriver au sommet ?» Ne pensez pas au sommet. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est de gravir et d'arriver tout en haut, n'oubliez pas qu'on commence avec le premier pas. Et avant d'arriver à 3 millions de chiffre d'affaires annuel avec un résultat à 1 million, c'est-à-dire 1 million une fois qu'on a déduit toutes les charges, ben, il faut faire des opérations. Il faut en faire plusieurs. Et il faut commencer par la première. Donc, merci en tout cas, Sébastien, d'avoir démarré en expliquant qu'effectivement, la première opération, t'as pas fait un million de ça, c'est clair, que ce soit en locatif, que ce soit même en maîtrise d'œuvre, dans tout ce que j'ai entrepris. Je parle souvent d'apprendre, comprendre, passer à l'action, puis ensuite avoir des échecs. Et en fait, la compréhension, on l'a pas tout de suite. T'as beau, tu vois, tu peux te former. Après, pour moi, apprendre, c'est se former. Comprendre, c'est t'accompagner. Après, c'est le passage à l'action qui te fait petit à petit prendre tes marques, implémenter les choses step by step. Tu vas faire des erreurs. T'en feras moins si t'es accompagné et que t'as une formation, bien sûr. Mais en tout cas, tu vas petit à petit mettre les tips pour pouvoir améliorer ta marge, pouvoir te repositionner. Tu vas réfléchir comme un entrepreneur. Tu vas te dire écoute, là, l'énergie que j'ai mis là me permet d'obtenir tant de résultats. Attends, soit je peux passer sur plus gros, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque pas. Et en fait, ça te permet petit à petit de passer des caps. Mais de toute façon, et ça c'est clair, hein, de toute façon c'est la même chose en locatif, pour ceux qui sont investisseurs en locatif. On démarre pas par un immeuble de 1 million d'euros. Hein, ça peut fonctionner, mais c'est très rare. On démarre par petit, et c'est pour ça que cette stratégie Flip Parfait en fait a vraiment été dédiée à ça. C'est à la possibilité de démarrer, même si tu as pas ou peu de cash. Ça te permet de démarrer, ça te permet de comprendre, de comprendre la mécanique, comment on achète, comment on revend, comment on passe chez le notaire 2 fois, 3 fois, 4 fois pour un même bien, parce que c'est ce qui se passe, et de se rendre compte de la mécanique et que ton réseau aussi prenne confiance en ce que tu fais. Et donc, ça se fait étape par étape, et ça se fait pas en démarrant par 30 000 mètres carrés de ZAC. J'ai pas démarré par là. Voilà. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette conférence parce que on vous l'a dit, il y aura des surprises sur cette conférence. Et pour toutes les personnes qui diraient, mais moi, j'aimerais bien être marchand de biens, mais malheureusement, j'ai pas de capital. Par contre, j'ai détecté une affaire où je suis sur quelque chose, ça m'intéresse. Eh ben, à la fin de cette conférence, on va vous proposer quelque chose qui vous permettra, à coup sûr, de pouvoir passer à l'action et enfin de pouvoir toucher des doigts votre rêve. Qui sommes-nous de notre côté? Pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais laisser ma chérie se présenter et je viendrai juste après. Et tu as vu sur cette slide, pour te faire plaisir, ma chérie, je nous ai mis au même âge. Ouais, je vois ça. Bon, j'ai 1 an de plus, moi, mais voilà, j'ai passé la quarantaine il y a peu. Et pour Laurent, 39 ans, c'est un petit genou. Exactement. Voilà. Modèle 82, les meilleurs. Donc, on a la tête d'une petite tribu de 3 loulous également. Moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine et je suis présidente de la société de consulting. Et j'ai également du coup fait un master en gestion de patrimoine. Alors en ce qui nous concerne, pour ceux qui ne savent pas, nous on est plutôt spécialisés dans l'investissement de l'immeuble de rapport. Ça c'est notre stratégie où on dilue le risque via les investissements à la fois dans des locaux pro, enfin il y a une partie locaux pro. On fait de la location nue, meublée et de la LCD. Alors pour les personnes qui me connaissent pas, moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai démarré et je dis souvent aux gens, si vous démarrez de zéro, vous avez de la chance parce que j'ai démarré à découvert. Moi je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études, j'ai démarré avec rien du tout, avec simplement une forte motivation et une envie de vouloir tout réussir ce que j'entreprends. J'ai eu une éducation avec énormément d'amour. Mes parents m'ont donné tout ce qu'ils avaient, à savoir de l'amour, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mon papa m'a raconté dernièrement que quand j'étais gamin, il allait
faire les champs la nuit tombée pour récupérer des pommes de terre et des carottes pour nous donner à bouffer. C'est pour vous dire à quel point on n'avait pas un rond et j'étais pas prédestiné à investir dans l'immobilier. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ça m'est venu à l'âge de 19 ans. C'était plus fort que moi. C'était dans mes tripes. J'avais envie d'acheter de l'immobilier. Et mon but était d'avoir un maximum d'appartements, pas pour être rentier, pas pour avoir des actifs parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un actif, mais uniquement parce que je me disais que l'argent travaillerait pour moi et que ça me permettrait sur mes vieux jours, là où j'aurais moins de forme, comme aujourd'hui, de pouvoir ne pas aller travailler. En fait, c'était ça mon idée. Je voyais mes parents grandir, vieillir, et je les voyais partir au boulot, mon père dire au revoir, laisser 2 clopes à ma mère et dire ce soir, je vais aller gagner un peu d'argent et rentrer ce soir avec le sentiment de devoir accompli. Je ne voulais pas du tout de ce schéma et j'ai commencé par acheter une maison. On était en 2001. À l'époque, les taux d'intérêt étaient à 7%. On était sur l'Euribor à 3 mois CHF, des taux variables. J'étais KP2, mais en gros, mes taux pouvaient monter à 9%. Je maîtrisais rien. Mais j'ai dit oui. J'ai signé la première maison. Je l'ai acheté 88 000. 2 ans après, je l'ai vendu 160. À ce moment-là, moi qui étais commercial, avec un fixe à 1 200 € plus 7,13% sur la marge dégagée du chiffre d'affaires, c'est très précis parce que je me rappelle bien, je faisais des payes à 1 500. Rien d'extraordinaire. Mais j'avais un CDI, donc j'avais un effet de levier, ce qui me permettait de pouvoir acheter de l'immobilier. J'ai acheté, j'ai revendu, j'ai gagné un peu plus de 80 000 balles. Et là, je me suis dit, en 2 ans, j'ai gagné ce que je gagnerais en 5 ans si j'étais salarié. Je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Mais je pouvais pas arrêter de travailler. Donc, j'ai continué à investir. J'ai rencontré Maud. Et lorsque j'ai rencontré Maud, on est encore passé à une étape supérieure parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai une compétence et un grand défaut. Ma compétence, c'est que je suis capable de gagner de l'argent. Je suis un commercial dans l'âme. Je suis un bon vendeur. Mon problème, c'est que je ne sais pas le gérer. Je suis un très mauvais gestionnaire. Donnez-moi 100 000, j'en dépense 110. Et ça m'est arrivé. J'ai fait des années à 100, 120 000 € où j'étais tout le temps à découvert sur mon compte en banque. J'ai rencontré Maud. La donne a changé puisque j'ai continué à gagner de l'argent. Et Maud, maintenant, c'est bien le gérer. Nous plaçons l'argent. Je l'ai éduquée sur la gestion un peu du patrimoine et la gestion de trésorerie. La gestion financière. Voilà. Donc, de mon côté, donc j'ai pas de diplôme. Hein, j'ai un BTS en technico-commercial. J'ai un bac plus 2 où j'ai eu 3 sur 20 en français et j'ai eu 20 sur 20 en technique de marketing. Donc, c'était pour vous donner un petit peu l'écart qu'il y avait. Alors, ensuite, j'ai créé une entreprise dans le bâtiment, d'où mes compétences dans le bâtiment. J'avais une société dans les énergies renouvelables que j'ai revendue en 2014. Et puis, depuis, je me consacre à l'investissement immobilier. Et je suis maintenant directeur de la société Consulting ML que j'ai montée avec ma femme. Voilà pour ce qui est ma petite présentation. Seb, je te redonne la main. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors surtout, les fondamentaux? Pour ceux qui viennent d'arriver entre-temps, qui n'étaient pas là au début, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra quoi qu'il arrive, soit pendant la présentation, soit juste après, pas de souci. Mais surtout, posez les questions. Alors, du coup, on parle du plafond de verre de l'investisseur. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a 2 manières. Hein, souvent, les gens arrivent au marchand de 2 manières. La première chose, c'est un peu comme toi, tu l'as fait, puisque, comme tu disais, Laurent, t'achètes, tu revends tout de suite. C'est-à-dire que tu démarres par ça, tu fais une plus-value. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, voilà, tu as plusieurs biais, la résidence principale, l'effet de levier, malheureusement, où tu peux pas actionner beaucoup en disant je fais du locatif, puis en fait tu fais ton achat-revente en marchant, attention à la requalification, etc. Mais souvent en fait on souhaite devenir marchand quand on est au plafond de verre de l'investisseur. Ça, c'est le cas qui arrive très régulièrement, surtout pour nos communautés qui vont vraiment avancer dans le locatif. Parce que je dis souvent, il est facile de démarrer dans le locatif parce qu'on te prête, en fait, t'as un taux d'endettement, donc t'as une poche, un levier qui est là, t'as plus qu'à l'actionner, tu trouves des affaires plutôt rentables, tu avances et ça te permet en fait d'actionner le levier. Malgré ces opérations rentables qui te permettent de continuer et d'évoluer, à un moment, tu arrives à ce que les banques deviennent frileuses, même si tu te multibancarises, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, à un moment, on va te dire que tu as trop d'endettement. Alors, l'endettement, voilà, tu as dépassé les fameux 35% maintenant, et te dit, c'est compliqué, il passe quelques dossiers, tu vas pouvoir passer à 40, peut-être 45, mais à un moment, ça devient compliqué. Tes rentes dépassent tes revenus salariaux, donc ils disent, attendez, tu deviens professionnel, ça devient compliqué. Ils ont pas assez de recul parce qu'on veut tous aller vite, on est tous pareils, on veut sortir très vite de la fameuse rat race, donc sauf que eux, ils vont te dire ça fait que 2 ans que tu investis,
t'es peut-être encore en différé, t'as pas commencé à amortir. Enfin voilà, à un moment la mécanique, on la connaît peut-être pas tous, mais en tout cas vous allez à un moment y arriver. Sauf que malheureusement, vous continuez à détecter des biens qui sont rentables, que vous estimez rentables, que vous achetez sous le marché. En marchand, on dit toujours on achète du mètre carré et on vend du mètre carré ou on vend du rendement. Hein, il y a plusieurs stratégies. Mais il y a ce fameux plafond qui fait qu'en locatif, tu es bloqué. Alors du coup, comment faire? Alors, comment faire? Parce qu'il y a plusieurs problématiques. C'est qu'on va te demander un apport pour du locatif, mais en marchand aussi, on va te le demander. Hein. Donc si tu peux passer sur la slide d'après, Laurent. Donc on va te dire en locatif, on va te dire t'as plus de cash. Si soit tu me mets 15-20% d'apport, mais avec toutes les stratégies que tu peux mettre en place, même si tu as des différés, etc., lever assez pour atteindre tes objectifs, c'est-à-dire de pouvoir poser l'argent sur la table, c'est pas possible. Et donc, la seule manière de lever du cash, on parlait tout à l'heure du travail, mais à un moment, le travail, on sait bien qu'avoir un bon CDI, ça te permet de vivre, mais ça te permettra pas d'investir, c'est de passer de lever du cash avec une structure commerciale. Alors, il y a 10 000 façons de le faire. Tu montes une auto, tu fais ce que tu veux, tu vends des journaux, tu fais ce que tu veux, ou tu restes dans ta passion, qui est l'immobilier, et du coup, en fait, les actions que tu mènes pour trouver des immeubles, des appartements, etc., en locatif, un coup, tu peux te dire, je continue en locatif ou je passe en marchand de biens. Et là, c'est la vraie clé qui te permet justement de péter ce plafond de verre et de pouvoir te dire, enfin, je vais lever du cash. Alors, clairement, on se dit toujours, quand on veut lever du cash, on veut lever du cash pour ensuite réinvestir dans l'immobilier locatif. Quand on démarre marchand de biens, tout le monde veut faire ça. Je peux vous assurer qu'une fois que vous avez avancé, souvent, on garde le cash et on continue à lever du cash, à lever du cash, à lever du cash et le locatif. Alors, moi, je suis le mauvais exemple parce que moi, je continue à investir et vraiment, c'est une stratégie que j'entretiens parce que la partie locative, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est automatisé dans mon groupe, donc c'est plutôt ça. Enfin, c'est moins emmerdant, on va dire. Mais sinon, quand tu lèves du cash, t'as tendance à dire, je vais continuer là-dessus parce que c'est quand même plus rapide. Tu prends l'argent tout de suite et ça te permet d'en faire ce que tu veux. D'ailleurs, le locatif, te payer en premier, de le monter dans ta structure commerciale ou ta holding. Enfin voilà, quand tu es structuré, mais voilà. Donc vraiment, comment péter ce plafond de verre, c'est le passage à la structure commerciale. Et pour éviter les actions un peu diffuses, tu restes dans l'immobilier et tu passes marchand de biens. Alors, ça, c'est important ce que tu dis, Sébastien. Et là où je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, cette question, elle revient souvent. Et soyez rassurés si aujourd'hui, vous vous dites, il me manque du cash. Et la plupart des gens qui viennent nous voir, que ce soit sur les séminaires, que ce soit sur les IMO Cash Day, que ce soit sur les événements, etc., ils nous disent « Ouais, mais moi, j'ai un problème, j'ai pas de cash. » Sachez que c'est le problème de 100% des gens qui démarrent dans l'immobilier. Et en fait, il suffirait simplement d'avoir 1 million sur un compte. Avec 1 million, vous achetez 20 appartements. 20 appartements qui vous génèrent 500 euros de rentrée locative par mois. Ça vous fait 10 000 euros de rentrée locative. 1 million, ça vous fait 6 300 euros de crédit par mois. Ce qui veut dire qu'avec 20 appartements, vous faites 3 700 euros de cash flow par mois. Avec 3 700 euros, on est très bien. On peut bien vivre. Donc, vous voyez que c'est le cash qu'il manque pour pouvoir démarrer. Et pour cela, il existe des solutions. Démarrer et aussi, après, comme le disait Seb, c'est enchaîner parce qu'il y a un moment où vous allez avoir pas mal d'encours. Clairement, s'il n'y a pas de cash, vous allez être confronté à des problématiques, mais telles que tu le disais juste avant. Hein. Exactement. Alors, déjà, parce que maintenant, on se dit, on va vous décider de partir dans le biais du marchand de biens, mais qu'est-ce que c'est un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier. Hein, donc, tu n'es plus investisseur, c'est-à-dire que tu vas pas bosser en mode j'investis sur 20, 25 ans, 15 ans, 30 ans, enfin voilà, suivant les stratégies. Tu vas acheter et revendre des projets sur le court terme, donc tu professionnalises. Et ton but, c'est d'acheter et de vendre des biens immobiliers. Pour ça, tu as différentes stratégies. Hein. Il y a certains, ils achètent, ils revendent en l'état, et on en parlera tout à l'heure. Soit tu l'embellis et tu le vends terminé, soit tu packages la chose. En tout cas, tu règles des problèmes que des investisseurs, eux, ne peuvent pas régler. Pas des investisseurs, il y en a, ou un particulier, bon père de famille, qui lui veut investir, mais n'a tout simplement pas le temps de passer du temps, etc. Donc, comme d'hab, hein, comme un entrepreneur, tu règles les problèmes de tes clients, ok, ce qui te permet en fait de dégager une plus-value. Soit tu règles un problème de temps, un problème de formation là, sur la fiscalité, etc. Tu dois régler des problèmes. Alors pour ça, le marchand de biens, il nécessite quand même, tu vas pas te lancer comme ça, tu vas pas te dire, allez, action, Sébastien, il m'a dit qu'il fallait que je règle un problème, j'y vais et c'est parti. Alors ça ne se suffit pas de dire, je vais régler un problème. Il faut, tu deviens entrepreneur, comme je disais, et tes projets sont plutôt court terme. Alors si tu l'autofinances, ce qui est plutôt rare, tu as 5 ans, mais si tu es en mode projet et que tu es financé par la banque, tu n'as que 2 ans pour faire ton projet. Ça veut dire qu'il est important d'être prêt au moment où tu te lances. Pour ça, ça va nécessiter une véritable expertise.
Quand je dis une véritable expertise, c'est pas une expertise par exemple sur le bien en lui-même, etc. Est-ce qu'il y a plein de travaux, pas beaucoup de travaux, ça tu peux faire venir des entreprises avec toi, c'est pas le problème. C'est de bien maîtriser le métier de l'immobilier, parce qu'en fait souvent tout le monde se lance, se dit je vais acheter des biens, je vais acheter moins cher que le marché, mais le marché vous le connaissez pas. En fait, il faut savoir faire des vraies analyses de marché. Il faut savoir décider de dire est-ce que j'ai vraiment acheté un prix mètre carré en dessous qui me permet de déclarer une marge. Et ça, en fait, c'est un vrai problème qu'on voit sur les personnes qui veulent se lancer en marchand. Ils se disent l'agent immobilier, il m'a dit que je pourrais le revendre tant. Non, ça, c'est pas possible. C'est les chiffres qui parlent. Vous êtes professionnel. Vous devez être sûr de ce que vous faites et vous ne devez pas travailler sur les dires des autres. Ça, c'est primordial. Ensuite, un marchand de biens, ça nécessite de la trésorerie. Dans toute entreprise et société commerciale, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et donc, si l'apport, il est obligatoire. Le 110%, il n'existe pas. C'est-à-dire que je ne vais pas vous vendre une baguette magique en disant c'est bon, vous allez y aller. Non, il vous faut absolument de l'apport. C'est 20% d'apport pour 20% de marge minimum. En marchand de biens, il n'y a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne et les banques ne financent pas sans ce fameux apport. C'est primordial. Je préfère vous prévenir parce que beaucoup me disent oui, mais t'inquiète, moi je connais bien mon banquier, c'est mon pote. Non, tu vas passer dans une autre. En fait, les banquiers marchands de biens ne sont pas les banquiers que tu vois, même si tu es en professionnel. Tu vas passer dans une autre strate de la banque. Et ces banquiers-là connaissent très très bien le métier, même mieux que toi quand tu vas démarrer. Donc, t'as pas le choix, c'est comme ça et tu pourras pas passer avec ton pote, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il va falloir que tu sois très à l'aise avec les a priori des marchands de biens parce que c'est un métier qui est très mal vu. Faut le savoir, que ce soit banque, encore une fois, notaire, agent immobilier. C'est un métier qui pêche, en fait, si tu veux, par toutes les années qui a pu se passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchands de biens qui sont jusqu'en boutiste. Il y a que la marge qui compte. Jusqu'à vraiment, désolé, moi je parle toujours comment, mais à baiser des clients en leur promettant monts et merveilles, en leur donnant des devis plus bas, etc. pour dire je vends plus cher. Et à la fin, les gens ont pris des cartons. Et tout ça, en fait, les juges ont fortement frappé sur les marchands de biens. Et quand tu es assigné au tribunal, souvent, tu sais que tu vas perdre, donc vaut mieux négocier. D'où ce que je disais tout à l'heure, 20% de marge minimum. C'est très dur. Beaucoup de gens vont regarder, je gagne 10 000. Non, si 10 000, ça représente 20%, tu peux y aller. Si 10 000, ça représente pas 20%, il ne faut pas y aller parce que tu mesures trop de risques derrière que tu ne maîtrises pas au moment où tu pars. Ensuite, le quatrième point, c'est d'avoir un réseau et de savoir commercialiser. Alors, beaucoup de gens diront, tu fais ton affaire à l'achat, etc. Et c'est vrai, tu fais une partie de ton affaire à l'achat et c'est important de ne pas se tromper à l'achat. Ça, c'est primordial. Par contre, les fameuses pépites que tout le monde va vous vendre. Alors moi, je pourrais vous parler de ma plus grosse affaire si vous voulez, mais j'ai trouvé des pépites. J'en ai trouvé 3 exactement. Mais le reste du temps, c'est des affaires. Enfin, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai besoin d'affaires classiques. En fait, tu vas pas faire le grand écart à chaque fois. Donc, t'es obligé d'avoir un réseau qui t'apporte des affaires récurrentes auxquelles tu te positionnes pas, tu rentres en négo, ça marche pas. Mais du coup, il y a 2 leviers. Il y a l'achat et il y a la vente. Et en fait, souvent, les marchands de biens, parce que les vieux marchands de biens fonctionnent, il faut très vite que je vende en dessous le marché, comme ça je vends vite, je passe à autre chose, je fais tourner mes fonds propres. C'est vrai. Par contre, rien n'empêche d'avoir une vraie stratégie pour vendre cher et vendre vite. Et ça, c'est vraiment ce que je prône. Et c'est, vous verrez après dans la réussite des membres, de ceux qui ont fait la stratégie Flip Parfait, en allant très vite et en commercialisant bien, tu peux vendre vite et cher. Et je vous assure que c'est une clé. Ça nous permet de multiplier les opérations là où d'habitude on va attendre la fameuse pépite qui n'arrive jamais. Elle va peut-être arriver, mais d'ici 18-24 mois. Alors il faut bien savoir poser les bases. Pourquoi ? Parce que un marchand de biens, il a plein de lignes dans son bilan, et ça il faut absolument bien les poser. D'où le fait de se professionnaliser et de pas faire les choses en mode. Alors, je suis pas péjoratif quand je dis ça parce que j'ai commencé investisseur et je suis toujours investisseur, mais beaucoup d'investisseurs souvent font ça n'importe comment. Je sais que vous travaillez pas comme ça, Laurent et Maud, et c'est ce qui fait que vous avancez et vous faites les choses bien structurées, etc. Et en marchand de biens, c'est encore plus important parce que tu es en mode projet, tu as 2 ans, 24 mois pour acheter, faire des travaux, vendre. Enfin, vous vous rendez compte, c'est hyper serré, tu vois. Vous connaissez les délais, des compromis, les trucs qui se décalent, le mec il a pas eu son prêt, etc. Donc, tu es obligé d'être très professionnel et d'être en mode projet et de tout suivre. Donc, faut vraiment se professionnaliser. Et pour ça aussi, il est impératif. Encore une fois, moi, je suis pas là pour vendre du rêve et il faut absolument savoir se dégager du temps. Alors, pour moi, si vous êtes déjà investisseur, c'est exactement le même temps qu'il faut y passer, mais avec la même énergie. C'est pas de se dire des moments je suis tranquille, je me mets devant la télé et puis je verrai bien. Non, en plus tu as peu de temps, ton projet il doit être suivi. Donc il faut vraiment y passer du temps, c'est-à-dire que quand tu chopes un immeuble, que tu dois aller chercher tes crédits, etc. en locatif, qu'ensuite tu vas faire tes travaux, mettre tes locataires. Là, à l'inverse de mettre tes locataires, pendant que tu gères tes travaux, tu vas être obligé de plutôt trouver ton potentiel client,
ton acheteur. Et donc, il faut absolument se dégager du temps pour le faire. Et par contre, là, tu n'as pas le droit d'avoir ces temps de procrastination qu'on peut avoir de temps en temps en disant si le locataire il rentre dans 2 mois, c'est pas si grave. Ben là, non, si, il faut absolument être derrière. Et enfin, le dernier point, j'ai voulu vous en parler parce que quand on passe d'investisseur à marchand de biens, c'est important de comprendre et d'implanter une nouvelle façon d'aborder l'immobilier parce qu'il faut penser autrement que le locatif. Et surtout, il faut arriver à comprendre que vos clients ne pensent pas comme vous. Et alors ça c'est le plus dur, je vous jure, parce que on est tous investisseurs. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là dans la salle. Et quand on est investisseur, on pense investisseur, on pense rendement. Et en fait, le problème, c'est quand tu vends à quelqu'un, et je vous le disais en préambule, hein, tu règles le problème de quelqu'un, mais ce quelqu'un, ton client, il a d'autres problèmes que toi. Lui, il a peut-être de l'argent, il en a rien il a pas le temps d'aller faire le temps ou l'envie d'aller faire des visites, de se faire un réseau d'artisans, de passer un temps fou à tout ça. Lui, il a envie d'aller au foot avec ses gamins parce que toute sa carrière, elle est faite, il a de l'argent et c'est juste une diversification pour lui. Et donc, il faut arriver à comprendre que ton prospect ou ton client, une fois que c'est fait, il n'a pas la même façon d'implémenter l'immobilier que toi. Et donc, toi, tu dois le voir d'une autre façon et tu dois aussi savoir pitcher, vendre les choses d'une autre façon. Ça, c'est un point qui est souvent négligé parce que, et toi, Laurent, t'en parlais, hein, d'être bon vendeur. Mais pour être bon vendeur, faut croire à ce qu'on fait. Et il faut aussi comprendre qu'on n'est pas tous, vous faites partie, si vous êtes là, des 2% de la population qui ont envie de s'en sortir. Alors, c'est peut-être 3. Et donc, vous êtes à fond, etc. Mais 98%, ils en ont rien à foutre. Et dans ces 98, il y en a 5% qui veulent s'en sortir sans rien faire et qui ont de l'argent. Et c'est une très bonne cible en tant que marchand de biens. Ouais, moi j'aime beaucoup ce discours et on le dit souvent avec ma femme, à savoir à tous nos membres, prenez le temps d'aller vite. L'idée, c'est de prendre le temps de faire chaque chose. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau problème. On le disait tout à l'heure, notre rôle, nous, c'est de trouver des solutions. On crée jamais de problème dans notre vie, que ce soit avec les femmes de ménage, avec les locataires, avec la banque, avec l'avocat fiscaliste, on trouve toujours des solutions. Mais on prend toujours le temps dès qu'on a une contrainte. Bon. La fois dernière, par exemple, on immatriculait une SCI, on se retrouve confronté, est-ce qu'on la soumet à la TVA ou on la soumet pas? On aurait très bien pu dire, ouais, on bâcle le truc, allez, on la soumet pas, on envoie, c'est parti, aux impôts, et puis on a le retour. Non, on prend le temps. On a pris une petite heure. Est-ce qu'on a des travaux? Est-ce qu'il y a des artisans? Est-ce qu'on va récupérer? Combien on va facturer? Est-ce que c'est des locaux commerciaux? Est-ce que c'est des particuliers? Ok, on s'est posé, on sait que sur celle-ci, on aura besoin de récupérer de la TVA, donc on la soumet. Et ça, moi j'aime ce discours de dire on est des professionnels. Et parce qu'on est des professionnels, on maîtrise le jeu. C'est un peu comme si c'était vous qui étiez sur les règles du jeu de société, que vous disiez maintenant vous jetez le dé, maintenant vous avancez, là vous reculez, là vous sautez d'une case, là vous ceci, et à la fin vous arrivez. À la fin, vous êtes à la case arrivée. Et l'avantage encore plus important quand on fait le marchand de biens, comme le disait Sébastien, c'est qu'il y a une date butoir. Nous, dans notre locatif aujourd'hui, on agit et c'est encore différent en termes de groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des logements vacants parce qu'on sait qu'on en a qui ont beaucoup de cash. On peut avoir des logements en travaux parce qu'on sait qu'on a beaucoup de rentrées et on va pouvoir déduire les travaux. C'est un équilibre que l'on crée. Dans le marchand de biens, chaque affaire est une société à gérer. Ce qui veut dire que si votre affaire, elle ne va pas au bout ou dans le temps imparti, c'est votre société qui crée des pertes. Et là, cette fois-ci, c'est plus envisageable. Donc moi, j'adore ce discours. C'est pour ça qu'on s'entend d'ailleurs très très bien avec Sébastien et sa femme. C'est que on a cette même envie de professionnaliser la chose à son cas extrême. Regardez, je vais vous prendre un dernier exemple et après Seb, il va avancer. Tout à l'heure, Seb, il nous disait, ouais, mais quand on arrive chez les banques, l'idée du marchand de biens, elle est pas très bien vue parce qu'elle a été galvaudée. Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu vendre très vite, donc moins cher que le prix du marché, ou qu'on dit pour 20 000 balles, vous allez tout refaire alors qu'il y en avait pour 60 ou 70 000. Mais imaginez également les cuisinistes. Si je vous dis cuisiniste, à quoi vous pensez tout de suite maintenant? Un cuisiniste. Eh ben, un cuisiniste, c'est quelqu'un qui va vous vendre une cuisine qui vaut 5 000 €, il va vous la proposer à 20 000. Et puis après, il va vous dire que c'est exceptionnel, il y a une petite remise en ce moment parce que vous êtes du 5 au 10 et du coup, il vous la propose à 15. Et puis, coup de chance, son responsable est là aujourd'hui. Et du coup, il vous la propose à 10 000. Mais comme vous avez pris 3 électroménagers, il vous l'a fait à 7 000. C'était 5 000 votre budget. Il était à 20. Il a fait un pas vers vous. Vous faites un pas vers lui. Vous signez tout de suite. Vous laissez un acompte. Ça, c'est l'idée qu'on a du cuisiniste. Et pourtant, il existe des très bons cuisinistes. Des cuisinistes qui vous donnent tout de suite un bon prix.
Donc, il y a de tout. Et moi, j'aime cette idée de professionnaliser et que le marchand de biens soit un check que l'on fait dans son cerveau et que, parce qu'on peut faire les deux, on peut faire du locatif, mais dès qu'on fait du marchand de biens, qu'on ait effectivement cette idée de dire, j'ai un nouveau cheminement, j'ai devant moi un nouveau cahier des charges, et si je veux respecter mon 18 ou mon 24 mois, qui est mon délai pour faire mon cash, alors il faut que je valide toutes mes étapes. Alors, du coup, maintenant, on a mis on va dire, le précepte du marchand de biens pour pouvoir démarrer. Mais voilà, il y a plein de façons de faire du marchand de biens. J'en ai pratiqué quelques-unes, pas toutes. Pareil, encore une fois, je vais pas être là en train de vous dire j'ai fait toutes les filons du marchand de biens. Le métier de marchand de biens est tellement énorme. Vous imaginez tout les types de logements, les types de locaux qu'il peut y avoir. Je serais bien présomptueux de vous dire que je maîtrise ça, mais il y a 5 aspects que je maîtrise bien et que même plutôt très bien et que j'ai déjà réalisé. Et donc je vais vous les présenter. Le premier, c'est le flip parfait. Alors ça fait souvent, beaucoup de gens ne me croient pas, mais le flip parfait, c'est un achat-revente dans la journée qui se fait en fait, c'est-à-dire que tu achètes à 10 heures, tu restes chez ton notaire, les clients sortent, enfin les gens à qui t'achètes sortent et c'est le mec qui t'achète qui arrive. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est une mécanique qui se fait. Alors bizarrement, par rapport à tout ce qu'on voit à côté, c'est quelque chose par contre qui demande le plus de préparation. Parce que forcément, vous comprenez, on parlait encore de délai. Si vous voulez que tout ça s'imbrique comme il faut être en mode projet et arriver à suivre les choses les unes après les autres. Et en tout cas, d'avoir la bonne méthode pour y arriver et pour pouvoir faire ça. Alors, c'est la meilleure méthode pour démarrer en tant que marchand de biens. Vous comprenez bien qu'en fait, vos fonds propres, ils sont immobilisés pendant très peu de temps. Même si on va dire, là, je vous ai parlé du truc de la journée et je l'ai fait, je vise à chaque fois, c'est toujours l'objectif, donc je l'ai fait très régulièrement. Mais il est arrivé que ça dure une semaine, 10 jours, un mois maximum. Vous voyez, c'est pas une science exacte. Donc, parce que on connaît tous l'immobilier, on sait les petits travers qu'il peut y avoir d'une signature. Mais ça peut se faire sur une opération. C'est-à-dire que ça se fait pas que, sur un appart. Tu peux le faire sur un immeuble, tu peux le faire sur un terrain à bâtir. Tu le fais sur ce que tu veux, en fait. Alors, quelle est la plus-value que tu apportes? C'est quoi? Tu achètes une grande maison, tu l'as divisée en deux, tu achètes une maison et tu la revends plus cher. Quelle est la plus-value? Alors, encore une fois, ça dépend du typologie. Soit tu as trouvé une pièce d'or. Enfin, je dis souvent, je prends souvent cet exemple parce que soit, quand tu trouves une pièce d'or par terre, tu l'as trouvée, elle est gratuite, mais tu la vends au prix d'une pièce d'or. C'est pareil dans l'immobilier. Quand à un moment tu trouves une pépite, tu la revends simplement au prix qu'elle vaut. Tu vois, ça c'est le premier truc. On va dire que c'est la base, c'est le truc courant. Quand ça arrive, tu te positionnes sans condition, rapidement. Tu t'es prêt en fait. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu t'es préparé, tu connais ton marché, tu sais décider rapidement, donc tu te positionnes. Et ça en fait, je dirais que c'est la majorité des flips parce que ça veut dire que tu es en mode je vais vite quoi. Tu vois et je sais que c'est liquide parce que j'ai acheté en dessous, je vais revendre tout de suite au prix du marché, je vais pas me faire chier. Et ça clairement, je vous présenterai dans les réussites. Il y en a un, c'est un spécialiste là en 4 mois, il nous en a fait 3 mois, il nous en a fait 4, mais que comme ça quoi. C'est-à-dire qu'il va très vite, il a son réseau, tac, il arrive, il achète, il arrive, il se positionne, offre d'achat et il le revend. Je vous jure, l'après-midi même, il a une offre d'achat. C'est-à-dire que lui, il fait son offre d'achat, l'après-midi même, il a la même offre d'achat. Donc c'est ça c'est important. C'est important et encore une fois, il faut éduquer vraiment son cerveau, c'est possible. Vous achetez un bien. Parce que vous l'avez trouvé en off-market, ou vous avez un ami, ou vous avez un commerçant. Moi, j'étais cette semaine en train de faire des doubles de clés chez un serrurier. Le mec, il me dit, au fait, j'ai oublié de vous dire, vous qui êtes dans l'immobilier, je vends le local en bas, plus à l'étage, c'est une maison sur 3 étages, plus une cave de 80 mètres carrés, plus un terrain, plus 2 garages. Je vends 300 000. Effectivement, si vous arrivez bien à négocier en mettant en place des décotes, vous achetez moins cher que le prix du marché, rien ne vous empêche de le vendre 340 ou 350 000 et vous faites 40-50 000 le jour où vous passez chez le notaire, effectivement. C'est exactement ça. Alors après, ça, c'est le cas, voilà, soit tu as acheté en dessous, soit tu as fait une négo. Après, il y a le fait aussi que, tout simplement, tu règles les problèmes du bien pendant la phase du compromis. Moi, ça m'est arrivé dans un immeuble. J'ai fait un immeuble en flip parfait, un immeuble de 9 lots vendu à la découpe, acheté le matin, tout vendu dans l'après-midi à la découpe. Pourquoi? Parce que j'ai réglé le problème de la colonne électrique à mes frais. Par contre, cette fois, j'ai investi pendant cette période. Tout était écrit dans mon compromis. J'ai réglé la colonne électrique. Du coup, j'ai pu mettre des compteurs dans tous les logements. Et du coup, en fait, quand toutes ces conditions étaient levées, j'avais déjà commercialisé. Et donc, j'ai réglé le problème de mon vendeur.
et j'ai trouvé des acheteurs potentiels qui pouvaient arriver et l'acheter. Ensuite, tu peux avoir tu peux simplement faire du marketing après. Ça, pour le coup, si tu marketes très bien un produit, tu peux faire des petites marges, tu fais des belles 3D, des belles perspectives, t'imagines le bien différemment, tu lui trouves une rentabilité qui n'existait pas, et là tu le revends plus cher. Et ça, d'ailleurs, ça peut se faire en flip ou sans se faire en flip. Après, on est sur d'autres. Par contre, le seul truc, c'est que le flip parfait ne fonctionne pas bien avec beaucoup de travaux. Tu peux avoir, tu sais, le petit coup de peinture, la petite cuisine à changer les 10 jours avant, tu dépasses pas les 10% d'immobilisation, comme ça, même s'il y a un problème, tu retombes dans tes frais. Tu vois ce que je veux dire? Pour un bien 100 000, Ouais. les 10 000, eh ben, si tu investis 7 000, il y a un problème, ben tu récupères les 10 000 d'immobilisation du vendeur qui veut plus te vendre, et enfin, c'est pas lui qui les a mis, mais te devra, soit tu forces la vente, soit tu récupères de l'argent, et du coup, tu retombes dans tes frais. OK? Je voudrais faire une petite pause là-dessus. Dans le chat, dites-nous OK si vous comprenez bien ce qu'on est en train d'expliquer, parce que je sais que Sébastien, c'est un passionné. Je parle. Et il y a beaucoup de connaissances, et c'est vrai que Non, c'est juste que nous, on comprend. on comprend. Mais après, parfois, les choses qui nous paraissent voilà. peut-être simples parce qu'on est dans le truc, peut-être pas pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, vous nous envoyez juste OK si vous suivez. Mathieu, il a marqué pas OK. Alors, Voilà. juste dire par rapport à quoi pas OK. Et marquez pas OK si vous pensez que ça va très vite, parce que moi, j'ai l'habitude des lives, des webinaires, des conférences. Je sais que les niveaux peuvent être… sur la fin, c'est allé un peu vite. En gros, si tu veux, quand tu fais des travaux, tu es encore sous compromis. Alors, toi, tu as une clause d'immobilier de 10% si tu te dédies, mais j'invite toujours les gens à ne pas dépasser ces 10% parce que si tu veux, si à un moment ton vendeur décide de ne pas te vendre, alors quand tu es sur une promesse, il est obligé de te vendre, ok, je sais, mais quand le mec il commence à te faire chier et qu'il veut plus te vendre, tu es parti sur des délais à plus en finir. Donc, ce qui est important, c'est de pas dépasser des montants importants de travaux à l'intérieur pour que tu puisses très vite renégocier avec lui, reprendre ton oseille et passer à autre chose. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis toujours, faut pas dépasser 10% le prix de ton achat pour pouvoir récupérer, en fait, assez rapidement ton argent investi. Tu auras perdu du temps, mais pas perdu d'argent. Alors, j'espère que c'est OK, parce que c'est vrai que c'est des notions. Mais je dirais, ce qu'il faut que tu gardes en tête, ne fais pas de travaux quand tu es sous compromis. C'est des stratégies un peu avancées. Voilà. Donc ça, c'est pour la stratégie flip parfait. Après, il y en a d'autres. Alors, celle-ci, c'est celle que je prône parce que c'est celle qui permet d'aller vite. T'imagines que si tu es bon, tous les 2 semaines, tu fais un flip avec le même argent. Parce qu'en fait, tu envoies tes fonds 3 jours avant, tu les récupères 3 jours après. Donc, en gros, si tu es bon, tous les 15 jours, tu fais ça. Après, c'est très compliqué de partir là-dessus, mais en faire un par mois, c'est complètement faisable. OK ? Donc ensuite, la deuxième stratégie, qui est celle qui fait tout le monde, le rêve de tout bon marchand de biens, la division d'immeubles. Mais putain, je peux vous assurer que c'est la plus dure, la plus compliquée, celle qui rapporte souvent pas le plus. C'est-à-dire qu'un flip va rapporter beaucoup plus qu'une division d'immeubles, parce qu'une division d'immeubles, en fait, c'est beaucoup plus énergivore. Vous avez beaucoup plus de clients, vous avez beaucoup plus de travaux. Les marges sont les mêmes en pourcentage. Vous savez, vous allez être 20, 30, 35, peut-être aller entre 20 et 40, mais comme pour le flip, comme pour les autres. Et c'est très énergivore. Alors, par contre, je vous assure que c'est kiffant pour l'ego, la fierté d'avoir dit, putain, j'ai divisé un immeuble. Moi, pour le coup, mon plus gros immeuble, j'ai divisé 27 appartements que j'ai vendus à la découpe. J'étais super fier de moi. C'est une vraie fierté. Mais quand tu regardes le résultat, il était très bon, mais par rapport aux autres opérations, pas plus, pas moins. Et si je fais un vrai ratio temps-argent et risque porté et tout ce qu'il fallait connaître, juridique et fiscal, je peux vous assurer que c'est pas le mieux. Donc, voilà. Donc, en tout cas, la division d'immeubles, qui est quelque chose qui fonctionne quand même très bien et qui permet de te positionner. Mais typiquement, tu peux faire des immeubles complets en mode flip et ça fonctionne très, très bien. Ensuite, la vente aux enchères, c'est une stratégie que je développe parce que j'ai déjà, j'en ai fait. Ça fonctionne bien. Alors, les ventes aux enchères, avec les problématiques que ça comporte, il y a des moments où les prix s'enflamment et puis il y a des moments, tu es là au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut être régulier, y aller régulièrement et encore une fois, connaître ses fondamentaux, bien connaître son secteur, savoir analyser un secteur rapidement, parce que les ventes aux enchères, un coup, tu achètes à 50 bornes, un coup, tu achètes à 30 bornes de chez toi. Et il faut impérativement maîtriser le marché et surtout se positionner sur un prix max et ne pas en bouger, et, quitte à pas aller à la vente, laisser l'avocat faire. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas dépasser le prix que vous seriez fixé. La 4e stratégie, la vente de terrain en découpe, c'est-à-dire que tu achètes un foncier avec une maison dessus, tu découpes tu achètes avec le découpe fait et tu vends le terrain isolé pour en fait en gros généralement tu vends ta maison au même prix que tu l'as acheté et tu vends le terrain et le terrain c'est ta marge. C'est une stratégie qui fonctionne très très bien, surtout dans les endroits tu vois, les bords de mer, dès que le foncier en fait est rare, c'est des stratégies qui fonctionnent bien. Alors
maintenant, il faut savoir que les gens sont de plus en plus avisés là-dessus, ils comprennent les mécaniques et souvent ils ont tendance à trop valoriser le prix du terrain à l'achat. Donc il faut être bon négociateur parce que tu peux vite te retrouver avec une problématique que le mec il veut pas négocier parce qu'il a valorisé un terrain, il se rend pas compte qu'il y a de la TVA sur marge, il se rend pas compte des frais annexés, de viabilisation, etc. Donc c'est une stratégie qui fonctionne bien. Tu vas faire pas mal de coups, mais c'est de plus en plus dur. Ensuite, la dernière stratégie qui est la vente de terrain à un promoteur. Donc là, pour le coup, c'est une stratégie plutôt avancée qui paye à horizon long terme. Parce qu'en fait, tu es payé par le promoteur que quand il achète le terrain et qu'il a eu son permis de construire et qu'il a commercialisé. T'imagines, tu vois, la mécanique. Donc souvent, c'est 24 mois plus tard. C'est une stratégie où il faut savoir être le bon chef d'orchestre, avoir du réseau, connaître des promoteurs, connaître des archis, détecter des terrains et ensuite faire des faisabilités, monter un bilan. En marchand de biens, on parle pas de plus-value, on parle de marge, ok, comme dans une entreprise. Et donc on fait ce qu'on appelle un bilan économique pour chaque affaire. Et en fait c'est pareil en promotion, on fait ce qu'on appelle un bilan économique et les bilans marchands de biens sont différents si tu fais un flip, si tu fais une division d'immeuble, si tu fais une vente aux enchères, si tu fais un terrain à la découpe et si tu fais une vente à un promoteur. C'est-à-dire que t'as pas juste 4 lignes dans un Excel. Pour ceux qui me suivent, soudainement en story, je monte les tableaux. On a 15 pages pour analyser les biens. Ça se fait automatiquement après, tu as des cases à remplir, mais les bilans sont différents parce que tu as des problèmes juridiques et fiscaux qui sont différents et qui t'amènent à avoir des taux de TVA, des taux de marge qui sont différents. Et donc voilà, donc très important à faire attention. Et donc pour finir sur la vente de terrain en promoteur, c'est une stratégie avancée qui paye très bien. Je connais quelqu'un, un jeune, je sais pas s'il est là, qui cartonne. Il a fait 300 000 l'année dernière. Alors pas encore payé dans 24 mois, alors, en espérant que tout aille au bout, mais ça demande d'être un bon chef de caisse, d'être un bon commercial, de maîtriser vraiment les aspects de l'immobilier, encore une fois, parce qu'un développeur, il n'a pas besoin de savoir comment on construit, il a juste, encore une fois, besoin de maîtriser ses prix mètres carrés, comment ça fonctionne, des coûts de construction, de mettre ça dans un bilan et d'envoyer ça à des développeurs. Donc voilà les 5 stratégies en tout cas que je prône pour démarrer et continuer en tant que marchand de biens, qui sont des stratégies qui fonctionnent et qui permettent vraiment de déclarer de très bonnes marges. Alors vous avez plein de questions et c'est top parce qu'on est nombreux là. Vous êtes 115, 120. Donc c'est top. On note toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on les note et on y répondra après. Mais pour permettre à Sébastien de dérouler, parce que c'est quand même un métier de spécialiste, on met les questions de côté. Donc n'hésitez pas, vous les posez, on les remontera tout à l'heure. Pour tous ceux qui démarrent, parce que moi je me rappelle de mes débuts et c'est vrai que ça fait beaucoup de notions nouvelles. Et qui pourraient se poser la question de se dire moi je sais pas si je vais faire la division d'immeubles, la vente aux enchères j'aime bien, vente de terrain ça pourrait. Sachez que Sébastien, et il va confirmer ou apporter sa version, il choisit pas. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est l'opportunité. Nous, on aime bien les immeubles de rapport, on aime bien la location courte durée. On se prépare pour un achat-revente peut-être dans les 12 à 24 mois qui arrivent là sur le projet sur lequel on est. Mais sachez que c'est le marché de l'immobilier qui nous le propose. Si Sébastien veut absolument faire une vente aux enchères et qu'à chaque fois qu'il va aux ventes aux enchères, ça se vend plus cher que le prix du marché, il va pas être têtu, buté, résigné à y aller. Donc, si aujourd'hui vous voyez toutes ces possibilités, c'est simplement que le champ des possibles. Mais dans le champ des possibles, par rapport à ce que vous allez trouver, Sébastien sera à même de vous dire là, il y a possibilité de faire un flip parfait. Ou là, effectivement, on va pouvoir diviser, faire 3 lots distincts et tu vas pouvoir aller 3 fois chez le notaire pour pouvoir signer. Ce serait une division d'immeuble. Tu es d'accord avec moi alors, clairement. Et typiquement, alors hormis la vente d'un terrain à un promoteur, mais sinon, et la vente aux enchères qu'on ne pourra pas faire en flip, mais les divisions, les achats de commandes d'appart, etc., peuvent être faits en flip. Mais comme tu dis, à un moment, tu travailles un réseau, tu as une stratégie commerciale, d'achat, et ça, on peut l'avoir. Par contre, tu es dépendant de ce que le marché veut bien te donner. Alors, tous les ans, il y a des immeubles, tous les ans, il y a des apparts, tous les ans, il y a du terrain. Voilà, il y a un moment, le marché donne chaque année, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a des acheteurs, les gens me disent il y a pas d'acheteurs en ce moment. Non, c'est le même principe, c'est-à-dire que tous les ans dans une ville comme Orléans, il y a tant de possibilités d'achat à l'année. C'est comme ça, c'est mathématique parce qu'il y a tant de trentenaires qui arrivent et qui se mettent en couple, tu as tant de personnes qui sortent de l'école qui ont besoin d'un studio, c'est très normé. En fait, c'est pour ça qu'il faut juste être là à la bonne période et accepter qu'on commercialise sur la longueur. Et donc, autant pour la commercialisation quand tu vends qu'à l'achat, tu es dépendant de ce que le marché va te donner. Et c'est là quand il arrive qu'il faut
Alors, encore une fois, moi, je suis pas un fan de tout connaître par cœur. Tous ceux qui veulent tout apprendre et tout apprendre et tout apprendre et tout apprendre et ils font jamais rien, c'est complètement con. Il y a un moment, par contre, il faut savoir où est l'information, il faut la connaître et il faut être un très bon chef d'orchestre. Alors, c'est sûrement le fait d'être maître d'œuvre, parce que quand on est maître d'œuvre, on n'est pas plaquiste, tu vois. Je suis pas le meilleur des plaquistes. Par contre, je sais comment ça se pose du placo, je sais parler placo, tu vois. Et ben, c'est pareil. Là, faut que tu saches parler division d'immeuble. Par contre, quand tu en as une et que tu dois aller plus loin, faut que tu saches où trouver les bonnes informations, comment être guidé pour y arriver, et c'est ça qui est important, encore plus dans ce métier-là, parce qu'on arrive sur des compétences juridiques et fiscales qui peuvent faire mal. On parle souvent des réussites en marchand, on parle très peu des échecs, et malheureusement, elles font très très mal. Et sachez qu'il existe des affaires partout, que le marché n'est pas saturé. Pour preuve, Sébastien, il est dans la même ville que nous. On s'est rencontrés, je crois, on s'est rencontrés, j'étais devant un de mes immeubles et lui, il était devant ses locaux, devant ses bureaux. Alors, vous voyez, Sébastien, il fait énormément d'opérations avec sa communauté, avec lui. Nous, on en fait. C'est une ville de 60 000 habitants et on s'est jamais croisés. Alors, imaginez bien que là où vous vous trouvez, il y a des affaires également à faire. Donc, ne croyez pas que parce que dans votre rue ou dans votre ville ou dans votre département, il y a un marchand de biens qui va tout prendre et que vous aurez plus rien. Hein. Encore une fois, il y a des affaires partout. Le marché est immense. Il est tellement immense qu'il y a des maisons à l'abandon et des appartements à l'abandon. C'est pour vous dire, comme il y a encore des affaires à faire. Ah, puis, un truc important, c'est que souvent les gens n'ont pas en tête, c'est que t'as pas besoin à chaque fois de faire 5 affaires dans l'année. Je veux dire, le métier de marchand de biens est rémunérateur, il est risqué mais rémunérateur. Et à un moment, quand tu te positionnes sur une ou deux opérations, normalement, ça se suffit pour te payer, etc. Et si tu les trouves en locatif, tu les trouves en marchand, parce que normalement, une très très bonne affaire en locatif est une bonne affaire en marchand. Hein. Donc, il y a des petites choses à regarder. C'est tellement vaste que je peux pas tout étaler là, mais sachez que voilà, tant que vous trouvez des affaires en location, etc., et vous pourrez trouver. Et je dirais même, si vous êtes très bon commercial, vous pouvez même trouver des affaires un peu moins rentables. Dans tous les cas, vous saurez faire de la marge dessus. Donc voilà. Tout à l'heure, tu parlais de 20% de marge. On peut imaginer quelqu'un qui aurait même ne serait-ce que 100 000 euros. 20%, c'est 20 000 euros. 20 000 euros, c'est 1 660 euros par mois. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, ne serait-ce qu'avec une opération, pour certains, c'est presque doubler leur salaire. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est clairement ça. Hein. On se rend pas compte, mais les marges générées en tant que marchand, et encore une fois, le 20%, on parle de 20% minimum. C'est-à-dire que c'est oui, on n'y va pas, quoi. C'est ça, c'est go no go si tu veux. C'est go, en fait, on rentre dans l'analyse. Mais moi, je prône un 20% point bas de marché. C'est-à-dire mieux faire une très très belle affaire dans l'année qu'en faire 3 moyennes, parce que là, il y a rien de pire en fait. Déjà, les banques aiment pas, les bilans sont pas bons. Le moindre couac, tu te retrouves avec une affaire à 0 plus, 0 moins. Alors là, tu commences à te faire blacklister parce que ils rigolent beaucoup moins que dans l'investissement locatif. Et donc, il faut savoir être patient, qui n'était pas ma plus grande qualité avant que je démarre Limo. Limo m'a appris la patience et le marchand encore plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être patient, savoir laisser passer les affaires. Alors, c'est plus facile quand on a déjà fait. Et encore une fois, moi je parle toujours de la première année, on apprend la compétence métier. La deuxième année, on devient réellement entrepreneur. Et la troisième année, on peut réfléchir à scaler sa boîte parce qu'on est moins pressé, on fait attention et on se positionne que sur des très belles affaires. Et ça, c'est très important. La qualité plutôt que la quantité, ça me rappelle ma femme où je savais qu'elle allait me coûter cher, mais j'en ai choisi qu'une. Voilà, c'était pour faire le petit comparatif. Alors justement là, je voulais vous montrer le chemin du succès en marchand de biens. En fait, c'est comment fonctionne une opération de marchand de biens. Et souvent, les gens ils se disent, je suis marchand, je vais monter une boîte. Non, encore une fois, c'est comme dans le locatif, tu montes une boîte ou en tout cas tu choisis le régime fiscal une fois que tu as trouvé le bien. Avant, tu pars pas en vrille. Donc la première chose, pardon. Exactement. C'est souvent le problème de beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent justement trop maîtriser, trop aller sur des domaines avant d'avoir même trouvé le bien. Encore une fois, on ne peut pas tout maîtriser et je pense que chaque problématique ou chaque question, on se la pose au moment où on est censé se la poser, mais pas trop en amont, ça sert à rien, sinon on fait rien. C'est ça, exactement. Alors du coup, là-dessus, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire, tu veux démarrer en marchand, mais la première chose, c'est d'analyser et choisir son marché. C'est-à-dire que c'est pas, comme on disait, il peut y avoir tout un tas d'opérations, mais
tu peux pas te dire, je suis dans les Hauts-de-France, je vais regarder tout le territoire des Hauts-de-France. Ça marche pas. Il faut analyser des marchés, y aller, y passer beaucoup de temps. Et en fait, dans tout endroit, il y a des affaires à faire. Je connais des marchands qui font des trucs dans des petites campagnes, mais tout a un prix et de vente, enfin le prix du marché. Donc, tant que tu achètes, encore une fois, tu connais ton prix du marché, tu sais acheter en dessous, tu sauras vendre. Parce que comme je disais tout à l'heure, tous les ans, de toute façon, il y a une récurrence des biens. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui cherchent une RP à rénover, une RP toute faite. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est la loi des séries. Hein, ça, c'est naturel. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, la deuxième point, une fois que tu as bien analysé et choisi ton marché, ça va être de cibler ce que tu es en capacité de faire. Parce que autant qu'en investisseur locatif, il y en a beaucoup, ils disent moi je cible des trucs vachement plus gros que moi et tout, et c'est ce que j'ai fait, donc allez-y et vous verrez, c'est plus facile en locatif. Autant qu'en marchand, hormis si tu as des associés solides autour de toi, n'imagine même pas pour aller sur plus gros, parce que déjà les 20% d'apport c'est primordial, et en plus de ça, souvent il faut venir par référence parce que le banquier en fait de base il veut pas te financer, ça le fait chier, tu vois, des opérations risquées, il est habitué à avoir des gens qui ont de l'argent en face de lui et donc il veut même pas te financer. Donc il faut très bien cibler ton bien qui est dans tes performances, dans ton scoring bancaire, qui te permet en fait de pouvoir aller te faire financer derrière. Ensuite, une fois que tu as ça, tu peux aller créer ton réseau. Une fois que tu connais l'analyse, tu as ciblé tes biens, là, tu peux aller démarcher. Mais surtout, ne commence pas à aller voir. Je connais des gens, ils vont voir toutes les agences immobilières de la région en disant ça y est, je suis marchand de biens, je veux des biens en dessous le marché. Non, d'abord, tu dis ce que tu veux, tu connais, tu montres que tu connais le marché, que tu sais que c'est à tel prix, et ça te permet en fait de gagner en crédibilité et de pouvoir en fait créer un réseau solide où les gens vont penser à toi et tu vas pas être le énième investisseur qui va voir cet agent immobilier qui en peut plus de voir des investisseurs. Et tu montres que tu sais faire. Ensuite, une fois que tu as trouvé cette opération grâce à que tu as créé ton réseau, tu travailles ta commercialisation. C'est-à-dire que j'ai toute une stratégie, ce que j'appelle top 20, top 30, en fait, c'est vraiment de parler immobilier autour de toi, d'essayer de cibler, de comprendre les gens pour, encore une fois, régler les problèmes des gens autour de toi. Alors, je te dis pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton cousin ou ta cousine. Tu as des gens autour de toi à qui tu parles immo, qui voient ce que tu fais. Et en fait, il faut que tu cibles les peurs et les frustrations des gens pour régler ce problème, pour que eux puissent passer à l'action. En fait, ça c'est du marketing, hein, c'est comme ça, mais ça marche pour tout bon commercial en fait, hein, que tu sois dans l'IMO, tu sois dans la vente de chaussettes ou de cuisine, c'est vraiment ça. Donc, il faut travailler sa commercialisation. Et je vous disais tout à l'heure, le flip parfait demande une grosse anticipation. Et en fait, c'est exactement ça. Dans le premier trimestre, quand les gens viennent avec moi, en fait, je leur fais travailler autant le marché que la commercialisation, parce que c'est la clé en fait pour pouvoir acheter et revendre dans la journée, c'est-à-dire que tous les mécanismes sont mis en place. Ensuite, enfin, simplement, tu as trouvé ton affaire, tu trouves ta commercialisation, etc. Là, tu montes ta société et ensuite, tu vas chercher ton financement. C'est vraiment dans cette étape-là, mais tu ne vas pas, pareil, tu vas pas voir un banquier en disant « je veux me lancer marchand de biens, est-ce que vous me financez ?» Déjà, ils vont vous dire, je peux vous assurer, vous pouvez te faire le test, à 100%, ce sera ça, ce sera Monsieur, madame, on ne finance pas les marchands de biens. Voilà la réponse que vous aurez. Donc c'est primordial que tu y ailles après, une fois que tu as bien maîtrisé tous ces aspects. Et en fait, quand tu as bien respecté toutes ces étapes, tu t'es professionnalisé dans ce que tu as fait, globalement, tu n'auras pas de refus bancaire si bien sûr tu es dans la bonne cible de biens que tu seras en capacité de réaliser. Ok, ça va. Alors, les réussites dans le cadre du flip parfait, c'est parce que on se dit ça, mais dans le cadre des personnes qui ont suivi ma stratégie flip parfait, je vais vous partager 5 personnes et je vais vous partager aussi dans quel délai ils ont fait tout ça, parce que c'est primordial. La première, c'est Awatif. Donc, c'est une femme qui connaissait très bien l'immobilier locatif, qui a un parc locatif, qui avait fait 3-4 ans dans l'immobilier locatif, qui s'est lancée et qui, aujourd'hui, au bout de 6 mois, avec 9 OP en cours, en flip parfait. Alors, non, je crois qu'il y a une OP qui est pas en flip. Elle fait une moyenne de 35% de marge pour 350 000 € de marge brute avant impôt. Bien sûr, après, on verra les charges qu'elle passe, si elle veut se payer, etc. Elle se paiera sur cette somme. Mais ça, en 6 mois de temps. OK? Donc, l'immobilier, c'est long. Alors oui, c'est une vraie machine. Elle dédie tout son temps à ça. Elle a quitté son job pour le faire, etc. Donc c'est pareil. Je prône pas une baguette magique sans rien faire. Elle y passe toutes ses journées. Mais voilà, c'est 9 OP en cours, 35% de marge, 350 000 € de résultats. Mehdi, alors lui, d'ailleurs, sur mon Insta, vous verrez, parce qu'il est venu à la maison bosser 2 jours de mes bureaux et il a fait un petit truc en disant, je me suis pas fait chier, je suis venu chez toi, j'ai copié-collé. Je me suis pas posé de questions, j'en avais marre de perdre du temps, j'ai copié-collé et aujourd'hui 2 OP en cours, 45% de marge
parce que je disais tout à l'heure, le 20% de marge, c'est marge mini. Par contre, on a une stratégie marge basse, marge moyenne, marge haute. Et je peux vous assurer que plus tu sais commercialiser, quand tu es bon vendeur, mais on explique comment faire, tu tapes souvent dans ta marge haute parce que tu maîtrises ton secteur. Et donc, 45% de marge pour 100 K de marge brute, tout ça, pareil, en 6 mois. Enfin, vous imaginez 100 000 euros. Enfin, c'est juste ouf. Alors là, Arnaud, en un an, alors lui, un monstre de l'immobilier, c'est quelqu'un, quand je l'ai rencontré, il avait pas de cash. Il avait plein d'immeubles. Pas de cash, mais pas de cash du tout, tu vois. Il avait pas 1000 balles sur son compte. Il était toujours, il a toujours su se débrouiller, autodidacte et tout, un mec en or. Aujourd'hui, il a 7 OP en cours, 40% de marge moyenne pour 550 000 euros générés. Alors, il a deux forces, c'est-à-dire qu'il est très bienveillant. Il sait très bien acheter, en fait. Il a un gros réseau, du coup, parce que il est là depuis très longtemps, il maîtrise son marché. Et en plus de ça, c'est un commercial de base, un peu comme toi, Laurent. Et donc, en fait, si tu veux, il sait vendre. Et donc, il vend pas. C'est pas qu'il est en train de, encore une fois, de baiser ses clients, etc. Non. Par contre, il sait très bien répondre à la problématique des gens. Et en fait, il leur ramène justement les frustrations, les peurs, il règle leurs problèmes. Il leur amène des trucs packagés. Par exemple, il leur amène son réseau d'artisans qui fait bien. Donc, il fait visiter ses immeubles. Il dit regardez ce que je fais. Et les personnes sont complètement rassurées. Il lui met le même réseau d'artisans. Et en fait, ça lui permet vraiment d'aller vite. Ensuite, il y a Mika, en 6 mois, pareil, une OP en cours, 30% de marge. C'est quelqu'un qui avait un mal fou en fait à dégager son cash, qui avait une vraie problématique. Et en fait, en travaillant cette stratégie de flip, il a été complètement rassuré. Et il avait peur aussi de la banque parce qu'il dit putain, en locatif, je me suis pris plein de claques, etc. Là, on a mis en place les choses, les dossiers bancaires type, etc. Et il a eu le financement au bout de 2 semaines. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable, quoi, parce que là où on lui avait fermé la porte depuis plus de 1 an, 2 ans et tout, je sais plus c'était quelle banque, c'était le Crédit Agricole ou la Caisse d'épargne. Et là, à la première visite, il a eu son financement dès la première banque. Enfin, Pierre, c'est lui que je vous disais, le roi du flip qui arrive, qui achète parce qu'il connaît très très bien son marché, il achète tout de suite, mais parce qu'il a vraiment analysé le secteur de bout en bout. Et c'est lui qui fait l'offre d'achat le matin et l'après-midi, il a une autre offre d'achat qui est déjà arrivée avec son réseau d'agences immobilières avec qui il a été très très clair, le double mandat, c'est-à-dire si tu me laisses acheter, il faut bien savoir que l'agence immobilière, elle a 2 fois une com en fait. Vous imaginez, là-dedans, il y a un client de donc elle a tout intérêt à bosser avec toi. Et lui, il est plutôt, ça fait 4 mois qu'il est là, donc depuis le 1er janvier, et il a déjà 4 OP en cours, dont une déjà réalisée, mais déjà terminée, pour 30% de marge moyen et 60 000 euros. Ok, donc que des petites affaires à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros max. Mais par contre, il est dans sa zone de confort, il maîtrise, il peut décider vite. Et lui, comme je vous disais, il est en train de multiplier les flips tous les 15 jours, 3 semaines, tu vois. Et il arrive à bien maîtriser ses dates de compromis et il arrive à multiplier ça. Donc voilà, c'est vraiment c'est tous des gens différents, qui ont des compétences, des réseaux différents, mais qui ont mis en place cette stratégie flip parfait, en fait, adaptée à des choses qui leur ont permis d'aller très, très vite et de gagner, en fait, en crédibilité vis-à-vis de la banque, vis-à-vis du notaire, vis-à-vis des agences immobilières et qui leur permet aujourd'hui, en fait, d'avoir le réseau qui travaille pour eux, qui leur amène plus facilement des biens, que ce soit le notaire, vraiment, le notaire, d'habitude, on attend, monsieur, faites votre affaire, on verra après si je vous présenterai tel ou tel autre. Et là, en fait, ils arrivent à très vite débloquer les choses parce qu'ils montent leurs compétences autant à l'achat qu'à la vente et le fait qu'ils aillent vite et que leur affaire soit clean. Alors, tu dis 4 mois, 6 mois, 1 an. J'imagine vous êtes de plus en plus nombreux. On est à plus de 130. Merci en tout cas de répondre présent à tous nos événements. Ça nous fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Donc voilà, on passe beaucoup de temps sur ces événements. On choisit nos partenaires et pourtant, je peux vous dire encore aujourd'hui, on est sollicité tous les jours, que ce soit pour les économies d'impôts, que ce soit pour les crédits, que ce soit pour… je veux dire, voilà, on choisit vraiment nos partenaires. Et quand je vois 4 mois, 6 mois, 1 an, je me dis… Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place? Est-ce que tu proposes quelque chose, toi, Sébastien? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent, moi, j'aimerais bien faire marchand de biens parce que je veux du cash. Ok, d'accord. La question derrière, c'est, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé quelque chose. Et après, je suis bloqué parce que effectivement, finances, ça passera pas à la banque, j'ai pas les finances, j'ai pas la stratégie, le flip parfait dans la journée, je le connaissais même pas. Est-ce que toi, tu proposes quelque chose aujourd'hui pour répondre, j'ai envie de dire, à ces gens-là? Première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est quelque chose sur lequel les gens peuvent avoir un suivi, un accompagnement? Parce que marchand de biens, pour beaucoup, c'est quand même assez salé. On est d'accord, quand même très technique. Pour moi, c'est quand même très technique. Il y a des choses, et comme tu disais, à juste titre, il faut quand même se professionnaliser. Il faut pas se lancer comme ça si on s'y connaît pas du tout, parce que je pense que les conséquences, elles sont en effet
elles peuvent être catastrophiques si on fait mal les choses, si on investit mal, si on n'investit pas de la bonne manière, je parle au niveau de la structure, etc. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes en fait, comme celle que vous êtes en train de me faire, et en fait, si vous voulez, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on me le demandait, et j'ai vraiment pas bougé parce que, comme vous venez de dire, le marchand de biens c'est compliqué, ça prend du temps, c'est plein de risques juridiques et fiscaux qui peuvent t'emmener autant à la réussite que dans le trou. Donc j'ai plutôt beaucoup refusé jusque là. Et ensuite j'ai accepté de le faire très clairement. Alors j'ai accepté de le faire suite à de nombreuses demandes, et j'ai décidé de pouvoir donner la stratégie flip parfait, mais pas la stratégie flip parfait seule. Alors il n'y a pas les 5 stratégies que je vous ai données, mais vraiment la stratégie flip parfait, mais pas seule. Voilà, je voulais pas, parce que je parle souvent d'apprendre, comprendre, passer à l'action, avoir des échecs et recommencer en mieux. Et en fait, j'ai vraiment voulu tout appliquer en fait. Et donc il y a vraiment la partie apprentissage, la partie compréhension, donc suivi, test, il y a des exercices, etc. Ensuite, on passe à l'action. Donc là, vous êtes seul avec vous-même. Par contre, vous aurez des échecs. Et ça, je vous le dis, c'est clair. Et c'est comme ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Donc il n'y a pas de miracle. Mais par contre, voilà, on a encore cet accompagnement qui est là, qui vous permet d'analyser avec vous, de comprendre pourquoi, de vous permettre de changer les choses et de pouvoir recommencer en mieux et pour enfin bien sûr y arriver et éviter les problèmes. Tu vois, par exemple, Mehdi, vous voyez là, 2 OP en cours en 6 mois. Il faut savoir que Mehdi, il a eu quand même 2 ventes qui sont capotées, et à un moment on a mis les avocats sur le dos, etc. On a été chercher les meilleurs pour forcer les ventes, etc. Mais du coup, il a perdu, il avait 4 OP, il en a perdu 2, et il en avait 3 qui devaient capoter, quoi. On a réussi à en sauver une, mais voilà, parce qu'on a analysé pourquoi il s'est pas trompé sur l'offre d'achat d'après, etc. Pour vraiment, encore une fois, pas faire les choses n'importe comment. On n'est pas sur une erreur sur un crédit de 20 ans. Ok, un crédit de 20 ans, t'imagines une erreur à 10 000, tu la lises sur 20 ans. En marchand de biens, ton erreur à 10 000, c'est sorti de ta poche et c'est fini. Donc, je suis pas parti sur quelque chose de bas de gamme. C'est quelque chose avec un vrai suivi, un vrai accompagnement chaque semaine. Écoute, si tu veux, tu peux passer la slide d'après. Hein. Ouais, c'est pour ça que je prenais du temps dessus, parce que effectivement, je pense que c'est vraiment pour moi une vraie profession où vous avez vraiment la possibilité de gagner beaucoup d'argent, et que si vous vous offrez l'inconfort de ne pas être accompagné par les meilleurs, vous vous offrez aussi la possibilité de payer cash vos erreurs. Et payer cash ses erreurs dans le locatif, on pourrait dire, c'est pas grave parce que j'arrive pas à louer, je revends et vous récupérez votre argent. Là, pour le coup, effectivement, la vente ne se fait pas. Vous voulez sortir, vous payez les 10 points, quoi. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Donc, si c'est un bien pour démarrer à 100 000, vous laissez 10 000 euros de votre poche. C'est-à-dire que vous avez tenté une opération, vous avez payé, mais vous avez payé 10 000 balles. Ça fait cher le goût du risque. Alors, sans compter les frais d'agence qui peuvent être forcés aussi parce que tu as immobilisé le bien, etc. Enfin, ça peut vite coûter de l'argent, le marchand mal géré. C'est 10 000 au minimum, on est d'accord. Et puis, on compte pas le temps passé, on compte pas le sentiment d'échec qu'on a vis-à-vis des autres, de sa femme ou de son mari, on compte pas tout ça. C'est clair, hein, que ça a un coût. Ok. Alors, je te laisse présenter parce que du coup, pour vous, on a mis en place quelque chose qu'on va vous présenter ce soir. Seb, il va vous en parler, et ensuite, on répondra à toutes vos questions-réponses parce qu'elles sont nombreuses, et c'est là où on apprend énormément. Alors clairement, c'est le programme, c'est la première fois qu'on le passe par webinaire. Hein. Ça s'est fait aujourd'hui, moi, que par des gens qui ont demandé et qui ont voulu, en fait, qui sont venus me demander directement. Donc ce programme Flip Parfait, c'est quoi? C'est tout d'abord une stratégie. C'est un accès à une plateforme où il y a toute une formation dédiée à ça. Alors encore une fois, c'est une formation en mode chef d'orchestre. Elle commence vraiment sur, vous savez, le chemin du succès. En fait, tout est tourné comme ça, dans ce sens-là, en fait, et qui te permet de dire, je fais les choses étape par étape. Ça ne sert à rien de faire toute la formation de bout en bout et de tout apprendre par cœur. Le but, c'est de comprendre que tu es un chef d'orchestre, de savoir appuyer à quel moment, où, et vraiment, la stratégie est comme ça. En plus de ça, il y a 3 vidéos masterclass complémentaires en bonus. Celle de comment faire une étude de marché, mais une étude de marché poussée et complète, en fait, avec tous les outils qui nous permettent de connaître les points bas, points moyens, points hauts de marché, prix mètre carré, pardon. La masterclass assurance, parce que le métier t'es professionnel, donc tu es obligé d'avoir une responsabilité civile, tu es obligé d'avoir de mettre une P&O marchand de biens quand tu gardes ton bien, et une dommage ouvrage suivant les travaux que tu réalises. Donc il y a toute une masterclass avec en fait, vous aurez la certitude d'être assuré, parce que c'est pas facile d'être assuré en tant que marchand de biens, via Verspiren, avec qui j'ai monté un contrat cadre et qui vont valider en fait ma méthode, qui leur permettent de dire oui, on vous assurera quoi qu'il arrive. Et ensuite une masterclass notaire, parce que
comme dans tout ce que vous pouvez voir, les notaires, il y en a qui prennent plus de risques que d'autres, il y en a qui acceptent de faire certaines stratégies, il y en a qui veulent pas. C'est comme ça, hein, c'est comme certains comptables. Et nous on a une masterclass notaire où c'est une notaire qui voilà, sans langue de bois, a dit ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, quel risque on porte quand on fait certaines choses, parce que il y a des choses dont on n'a pas le droit, mais en tant qu'entrepreneur on décide de le faire parce qu'on mesure le risque. Il n'y a pas de risque pénal, il n'y a pas de risque, attention, hein, c'est des risques financiers, donc on décide de le prendre, pas le prendre. Et donc on a fait une masterclass, hein, ces masterclass durent plus de 3 heures chacune, où vraiment on rentre dans le détail de tout avec des experts dans chaque domaine pour vraiment comprendre. Enfin, une fois qu'on a appris, encore une fois, il faut comprendre. Et il n'y a rien de mieux que de demander à des experts pour comprendre ce qu'on a voulu. Donc, c'est OK, hein, la stratégie. Vous voyez, la strat, hein, c'est vraiment en tant que chef d'orchestre. Le deuxième point, c'est l'accompagnement parce que c'est plus important que la stratégie. Je dirais même un très bon accompagnement seul peut se suffire. Quand il est vraiment bien mené et très puissant, alors, ça prend du temps, donc c'est toujours compliqué. Il y a toujours une partie qu'on préfère délivrer en automatique. Mais c'est quoi? C'est l'accompagnement, c'est l'audit complet du projet immobilier. C'est-à-dire que tu as ton projet, on l'analyse avec toi, on le fait passer dans toutes nos outils qui te permettront de te dire go no go. C'est-à-dire oui tu es bon dans ce que tu as choisi ou non c'est pas bon. Des aides à la création du réseau. C'est-à-dire qu'on a des outils, ce qu'on va appeler top 20, top 30, hein, je vous parlais tout à l'heure, de maîtrise du réseau et vraiment de professionnaliser un vrai commercial, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il a des outils de suivi. Et ça c'est important de les avoir. Le troisième point, c'est qu'on fournit un tableau d'analyse simplifié du flip qui te permet en fait toi, avant d'aller en visite, c'est un tableau en fait qui te permet de rentrer des données et très rapidement tu sais si tu peux aller faire cette visite ou pas et à quel prix maximum, tu devras te positionner. En fait, très rapidement, ça te permet de te dire voilà, j'y vais, je veux sur cet appart. Je mets mes données, temps de travaux à peu près, j'en suis là. Bon allez, go, je le fais passer dans la grosse mécanique et on le fait passer dans tous nos outils. Donc c'est un outil qui est vraiment puissant. Le quatrième point, c'est les coachings de groupe en visioconférence une fois par semaine avec des coachs qui vont être là en fait spécifiquement pour toi, pour t'appliquer la méthode, voir comment elle fonctionne, te montrer et t'aider justement à dépasser tes problématiques parce qu'on parlait tout à l'heure, hein, la partie apprentissage, ensuite il y aura la partie compréhension, donc ils seront là pour ça, et ensuite il y aura la partie quand tu es parti tout seul, échec, parce que clairement t'en auras, on sait que c'est comme ça, hein, dans le marchand de biens, encore plus dans le locatif, et donc par contre on va plutôt t'aider à analyser ce qui a marché, pas marché, pour te donner des actions et pouvoir continuer en fait à avancer en te disant voilà, ce qu'il faut améliorer c'est ci, c'est ça. Ensuite, quelque chose d'hyper puissant, alors je suis sûr que Maud et Laurent vous allez être d'accord avec ça, mais le partage de réseau, banque, assurance, avocat. Et ça te fait gagner un temps qui est juste considérable. Parce que quand tu dois pousser à la bonne porte et que tu es référencé par quelqu'un, il y a un moment, les gens ils t'écoutent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu dois aller pousser la porte d'une banque, surtout en marchand de biens, quand tu viens et que tu es référencé parce que tu viendras de notre part, les gens accepteront le rendez-vous, comprendront les tableaux que tu vas leur amener parce que c'est des tableaux qu'ils ont l'habitude de voir. Et en fait, tu obtiendras des financements beaucoup plus facilement. Enfin, pareil, des avocats sur la création de la société. C'est-à-dire qu'on a des statuts spécifiques, on a des pactes d'associés spécifiques quand il y a besoin, on a des club deals spécifiques qui te permettent de dire qu'ils sont négociés aussi en termes de prix. Enfin, pour info, en fait, nous, la création d'une boîte de marchand de biens, c'est 600 €. Pour ceux qui ont créé plusieurs boîtes, vous devez vite vous rendre compte que c'est pas normalement c'est plutôt 2005, hein, tu vois, une boîte de marchand. Donc ce qu'il y a, c'est que vu qu'il y a du volume, on a négocié ça avec des statuts types, avec un professionnel. Attention, hein, c'est pas un outil informatique où tu fais 3 clics, hein, il y a une vraie expertise derrière. Donc donc il y a un vrai gain. On parle de 2000 € presque rien que sur la création de la société. Et enfin, ouais. Oui, et le dernier point sur l'accompagnement, on te met en place ton dossier bancaire avec toi en fait. On te donne tous les outils et on t'accompagne parce que c'est une vraie clé si tu veux te faire financer en fait en marchand. Il faut absolument que ton dossier bancaire soit carré. On en parle souvent en locatif, mais en fait en marchand, t'as plein d'autres aspects qui sont à prendre en compte, la commercialisation, la suivi de trésorerie, etc. Et en fait tout ça c'est assez compliqué ta stratégie d'aller la mettre sur papier. Et donc voilà, il y a tout un canevas qui permet d'être fait et qui te permet d'arriver avec les vrais outils au financement.
Alors justement, au financement, parce que beaucoup, alors je sais pas si beaucoup ont déjà testé le marchand, mais souvent le problème c'est le financement. Et pas plus tard je vous jure, juste avant de démarrer, j'ai un pote qui m'envoie un texto et qui me dit putain, la banque a reculé, je devais avoir mon financement dans 10 jours, je l'ai plus. Est-ce que tu es capable de m'aider, etc. Alors à 10 jours c'est pas possible, mais ça montre que que le financement c'est compliqué, malgré que tu t'es déjà avancé, que tu es déjà de l'immobilier, etc. Je vous dis, les marchands sont très très mal vus, c'est quelque chose de compliqué. Et là en fait, et en plus il faut un apport. Donc ce que je propose pour la stratégie, parce que le but est aussi d'aider les gens qui souhaitent démarrer. On n'est pas là pour accompagner des gens qui ont déjà plusieurs millions. Je pense qu'ils ont d'autres façons de le faire. Mais les gens qui souhaitent démarrer et qui ont peu de cash, en fait, je propose vraiment de financer l'apport. C'est-à-dire que l'apport à mettre en place pour faire la stratégie flip, c'est moi qui mets les fonds. En fait, je mets les fonds avec vous, avec un ordre irrévocable donné chez le notaire. C'est-à-dire qu'en gros, je dépose l'argent, vous signez un ordre irrévocable, que quand le bien est vendu, l'argent sera forcément rendu. Donc moi, je prends pas de risque, je suis pas foncièrement débile, mais le but il est de vous aider encore une fois et de vous dire voilà, nous on croit à notre stratégie, on sait qu'elle fonctionne, vous la mettez en place, on met les fonds, on fait, ok, vous vous rendez compte, on met les fonds pour que vous puissiez amener votre opération au bout. Alors ça, c'est sous certaines conditions. Les conditions, c'est d'être sur un achat d'un bien d'un montant maximum de 100 000 euros hors frais de notaire, une marge brute sur l'opération au moins égale à 20%. Et une revente du bien sous un délai maximal de 10 jours en flip parfait, c'est-à-dire avec toutes les stratégies qu'on donne et comment le faire, de s'assurer en fait qu'on ait bien les dates chez le notaire de noter qui permettent de dire voilà, l'achat est là, la revente est là, nous on prend la main, on appelle, on appelle les notaires, on met en place l'ordre irrévocable, etc. pour que vous soyez pas embêtés avec cette partie en fait juridique et on s'assure que l'achat et la revente est bien mené, que les conditions suspensives sont levées. Et tout ça par contre avec un règlement quand même derrière parce qu'en fait toute société qui prête de l'argent n'a pas le choix et qui fait une prestation de 1 500 € pour le financement de l'apport et toute la prestation à côté juridique et qui est mis en place pour déposer ce que je viens de vous dire, l'ordre irrévocable chez le notaire et la mise en place des fonds avec rémunération. Alors, vous l'avez vu, le programme Flip Parfait, c'est un investissement parce que le marchand de biens, c'est un investissement. Et pour pouvoir investir en tant que marchand de biens, il faut d'abord avoir investi sur soi-même. Voilà, clairement. Moi, je trouve que c'est vraiment un super accompagnement qui est pour moi très complet et qui va faire taire beaucoup qui disent qu'aujourd'hui, les programmes d'immobilier, c'est juste des vidéos, juste des PDF, on vous vend ça à un fric fou et après, on se démerde, on est lâché dans la nature. Là, vous avez l'opportunité de pouvoir démarrer, de savoir que vous allez être accompagné, et qu'en plus, si vous trouvez un projet qui est validé, parce que vous avez vu, il y a un audit complet du projet immobilier, donc on sait avant que ça va coûter 100 000 hors frais de notaire, on sait avant que ça fera 20 points en termes de marge brute sur l'opération, donc vous savez avant que vous avez la possibilité d'avoir un accompagnateur qui va pouvoir mettre des billes sur la table et faire en sorte que le projet aboutisse. Donc, c'est un investissement. On est très clair et on le comprend. Mais c'est pour moi la clé qui permet pas seulement de dire je vais passer à l'action, mais la clé de la réussite. Et quand Sébastien nous a dit moi je vais faire ça, programme, flip parfait, et je m'engage et je mets des billes sous condition parce que je veux des gens sérieux en face de moi. Il ne s'agit pas de dire on va financer tous les hurluberlus qui vont prendre la formation. Eh ben, on s'est dit OK. Donc nous, de notre côté, pour toutes les personnes qui prendront le programme, on va vous expliquer après comment prendre le programme, que vous le preniez ce soir, demain, après-demain, on va vous expliquer tout ça après et après on va répondre à toutes vos questions parce que c'est là où on apprend énormément. Mais pour toutes les personnes qui prendraient le programme depuis cette conférence, en disant moi j'ai connu par ImoCash Sébastien, on s'est dit avec Maud, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus parce que maintenant ils sont branchés en mindset investisseurs marchand de biens. Donc, on ne peut pas leur apporter une formation ImoCash. On ne peut pas leur apporter une formation sur un kit dossier bancaire parce que tout est déjà proposé. Par contre, on est parti du principe où maintenant vous alliez être sur le terrain. Donc, il fallait que quand vous voyez un bien sur le terrain, vous ayez l'œil averti et que vous compreniez comment diviser, comment lire des plans, comment faire des travaux,
comment sélectionner des artisans. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va leur créer un avantage IMOCash. Non, ça, on ne l'a jamais fait pour le coup. C'est inédit, Ouais. qui est de venir en immersion sur une demi-journée dans un immeuble de 9 appartements en plein chantier. Donc, c'est un événement qui est présentiel. Ma chérie, est-ce que tu peux expliquer C'est une ancienne auberge où on est en train justement pour le coup de diviser. Donc voilà, ça c'est de la division. Donc le but en fait, ce serait de vous inviter sur une demi-journée, donc sur notre chantier en cours. À savoir que l'estimation du projet terminé, c'est aux alentours de 900 000. Et il faut savoir qu'on a acheté 195 000 plus ses travaux, etc. Donc on va être à peu près à 450 000 une fois tout terminé. Donc en fait, le but, c'est de vous accueillir bien évidemment à 9 heures sur le chantier, qu'il y aura une étude de plan de l'architecte. On vous explique comment on a divisé, de quelle manière, comment on s'y est pris, quelles ont été les idées également qu'on a mis en place, notamment avec des duplex, etc. Le choix des artisans également, puisque ça, c'est, comme le disait Seb, ça, c'est une denrée quand même qui est rare et quand on en a des bons, ça, c'est important quand on a besoin de travaux. Astuce d'optimisation des loyers avec justement la place des parkings, puisqu'en l'occurrence, sur ce chantier-là, il y a 18 places de parking. Toutes les questions-réponses, bien sûr. Et puis également, le détail des postes travaux retenus, l'évaluation sur la fiscalité à la revente et le détail de la stratégie des villes de seconde zone, parce que c'est notre stratégie notamment d'investissement. Donc, c'est un événement qui est complètement inédit, mais vu que Sébastien propose pour nous ce qu'il y a de mieux actuellement pour une opération de marchand de biens. Alors ça, vous ne le payez pas, bien sûr. Non, c'est non, quelque chose qu'on vous offre, qui a une valeur. Voilà, mais ce serait justement un cadeau, en gros, par rapport à tout ce qu'il y a à côté en tant que marchand de biens et ce que Seb propose. Alors, par rapport à ça, clairement, deux possibilités. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous publier l'accès à la formation. C'est-à-dire que là, vous avez un petit lien qui s'est validé pour toutes les personnes qui voudraient prendre ce soir la formation en une fois ou en 3 fois. Vous pouvez valider dès maintenant. Voilà, je vois que vous êtes déjà en train de cliquer. Vous pouvez déjà valider et réserver votre formation. Alors, vous n'êtes pas obligé de rajouter un code IMOCash, ceci, cela. Vous inquiétez pas, moi, tout est tracé. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui s'offriraient la formation de Sébastien seront par rapport à la visite du chantier, il n'y a pas de souci. Ils seront automatiquement invités sur cette demi-journée d'immersion. Donc, on préparera tout de façon à ce que vous puissiez tout voir. Je pourrais même éventuellement vous faire passer notre dessinateur, celui qui nous a fait faire nos plans. Je lui ai pas encore demandé, mais je pense qu'il serait vraiment très ravi de venir et de vous rencontrer. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, mais qui ont besoin de s'organiser ou qui ont des questions, qui savent pas, qui ont des interrogations, etc. Je vais vous débloquer, ici, un lien qui va vous permettre. Ah bon, on le voit déjà sur le réserver un appel, on le voit, non? Non. Pas encore. Hop, clac. Je vais vous débloquer un lien, c'est juste ici, publié. Normalement, là, vous devriez le voir. Je vais vous débloquer un lien qui vous permet de pouvoir prendre un rendez-vous. On le voit ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Je vous ai débloqué donc un lien qui vous permet de pouvoir, alors vous appuyez sur valider, ça va vous ouvrir donc un calendrier. Vous mettez nom, prénom, et puis vous choisissez par rapport à votre agenda comment vous souhaitez être rappelé. Et il y a une personne donc du cercle de l'équipe de Sébastien qui va se faire un plaisir de vous appeler et de faire le point avec vous pour savoir si déjà c'est quelque chose qui peut vous convenir et qui va vous aider dans cette démarche pour que vous puissiez passer à l'action et rentrer dans la team de Sébastien. C'est important ce que tu dis dans ce call. Le but c'est aussi dans ce call, c'est aussi le but c'est aussi de voir si vous êtes fait pour ça ou pas, parce que on n'est pas là pour avoir 200 personnes qui vont dans le mur. Vous avez compris qu'on est là avec un vrai accompagnement et on met de l'argent sur la table. Donc que les gens qui rentrent, on va croire en eux. Donc voilà, il y a vraiment un échange pendant cet appel. Donc voilà, ceux qui ont encore des doutes, c'est important de passer par ça.
Parfait. On va peut-être faire les questions, parce qu'on Alors, a quand même pas mal. ouais, alors donc j'ai laissé les offres, donc vous êtes nombreux à cliquer sur les offres. J'ai Ouais. laissé les offres, donc vous regardez tranquillement. Soit vous offrez ce soir la formation de Sébastien et vous allez tout. Ça démarre quand, Sébastien, on n'en a pas parlé. Il y a des sessions. Ouais, Comment ça se passe? alors les 10 premiers seront rentrés donc pour le 1er mai. Les 10 suivants seront au 1er juin parce qu'encore une fois, on vise la qualité avant la quantité. Hein, et les 10 suivants au 1er juillet. Donc c'est important pour nous de pas rentrer plus de 10 personnes par mois parce que dans cet accompagnement, voilà, il y a du temps à passer. Le démarrage est primordial. Vous comprenez bien que c'est le début, le changement de mindset et bien de compréhension. Donc on veut pas trop de monde, pas trop de nouveaux d'un seul coup. D'avoir beaucoup de monde, c'est pas grave, mais pas trop de nouveaux d'un seul coup. Donc ça se fera par tranche de 10 personnes chaque mois. Donc voilà, par ordre, soit des réservations et ensuite des appels et des paiements, on fera rentrer les personnes à l'intérieur. Juste une question, ça dure du coup sur quelle durée cet Alors, accompagnement? on est de 9 à 12 mois, c'est-à-dire qu'en gros, on est 9 mois à fond avec toi, c'est-à-dire que si tu as fait ton flip, bah écoute, on coupe et après, bah, tu continues de tes propres ailes. Soit t'as pas réussi ou tu es encore en compromis, il y a encore des doutes à lever et on peut pousser jusqu'à 12 mois quand tu es encore dans ta phase compromis. On sait que l'immobilier peut aller vite. Le but, encore une fois, premier trimestre, on est en phase d'apprentissage et on commence à passer à l'action et ensuite compromis dès le deuxième trimestre et normalement, on a bouclé dans les 9 mois, mais si ça perdure, c'est entre 9 et 12 mois. D'accord. Alors, je vais donc poser une question déjà. Donc, ma question pour Clément, c'est de savoir si c'est suffisant de lancer sa société avec 80K d'épargne, avec un historique de 2 achats-reventes en RP. 25% sur la première et 35% pour la seconde. Alors, encore une fois, on lance. Alors, je suis désolé, moi, je suis pointilleux, mais on lance pas sa société. On se lance en tant qu'entrepreneur et on créera la société au moment où on aura trouvé. C'est quelque chose où les gens, j'ai remarqué, les gens limite veulent déjà créer la société avant de savoir où ils vont, ce qu'ils vont trouver. Encore une fois, c'est le marché qui t'amène ce que tu vas faire. Et d'autant plus toi, tu le sais très bien, puisque tu fais aussi de l'investissement locatif. Et j'imagine qu'à un moment, tu te dis pas quand tu cherches, ah bah tiens, je veux absolument du locatif, donc je veux trouver. Je pense que c'est dès que tu trouves une affaire, tu te dis, bah tiens, ça va peut-être être de la division, ça ce sera peut-être un flip parfait, ça ce sera peut-être de l'investissement locatif. Donc il est assez compliqué avant de trouver le bien, ce que l'on va mettre en place au niveau de la structure. Exactement, on crée vraiment, enfin, ta première structure, tu la montes, ton montage fiscal se fait quand tu as détecté une opération. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai précisé parce que tu as l'habitude, comme moi, de savoir, de connaître les gens qui veulent lancer trop vite. Non, par contre, le fait d'avoir 80K d'épargne, tout à l'heure, je te présentais Awatif, Mehdi, Arnaud, Mika, Pierre. Le seul qui avait plus de 80K d'épargne, c'était Mika. Tu as vu les chiffres qu'ils ont fait. Awatif a dû avoir 15 000 balles, Mehdi 0. Clairement, on a tout mis en place pour lui. Donc, alors c'est faux, il a fait de la love money et il est passé par moi pour sa deuxième OP. Arnaud, pareil. Une affaire en association et après le reste il a arbitré, il s'est débrouillé, il a monté et là au début il avait pas de cash du tout. Et Pierre pareil, 10 000 euros de côté max et il a enchaîné juste avec des petits liens de frais de commercialisation et donc des petites opérations qui lui ont permis d'avoir l'apport nécessaire en fait à y aller. Donc 80 000 euros c'est largement suffisant pour démarrer. Enfin c'est sûr que tu vas pas te positionner sur l'opération qui fait 600 000 euros, 400 000 euros de travaux. Enfin voilà, celle-là t'oublies. Je parlais tout à l'heure, j'ai parlé de cibler son opération, d'apprendre à se connaître. D'ailleurs sur mon ebook, j'ai toute une stratégie là-dessus pour apprendre à se connaître vraiment en tant que marchand, pour savoir où te positionner et quoi cibler. Et ça c'est primordial. Donc en tout cas, oui, avec 80 000 euros, quand tu te connais et que tu cibles bien, tu sauras faire. C'est même largement suffisant. Ok. Émilie, tu revends ton bien alors que tu as juste signé ton compromis. Comment tu fais si le financement ne passe pas? Alors, encore une fois, en fait, si tu veux, dans ton premier compromis, tu as une condition suspensive de financement. Et en fait, dans le compromis que tu signes avec toi, ton client, tu mets la condition d'être propriétaire. Donc, c'est-à-dire que toi, dès que tu as levé ta condition de financement et que tu achètes, tu peux lever la condition que tu as avec ton vendeur. Ok, donc c'est-à-dire que si tu n'as pas ton financement, ton compromis tombe à l'eau ou ta promesse
Et du coup, toi, la promesse que tu as envers ton client tombe aussi à l'eau. Et donc, voilà, tout s'arrête là. Et, alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la masterclass notaire est importante parce que du coup, certains notaires n'aiment pas parce qu'ils ont peur de travailler pour rien. Et en ce moment, le marché de l'immobilier explose. Et donc, ils n'aiment pas bosser avec des gens qui les font travailler pour rien. Donc, il est important de bien leur expliquer quel est ton but, ton objectif pour que les notaires acceptent de mettre en place cette stratégie. D'accord. Nurdam, pouvez-vous donc m'expliquer clairement quelle sera la fiscalité pour un marchand de biens? Alors, on va parler en société. Tu es sur une structure commerciale. Écoute, tu déclares ce qu'on va appeler la marge brute. C'est-à-dire que tu vends 100 et tu as acheté 50 compris frais. Tu as déclaré 50% de marge brute. Donc, on ne parle pas de plus-value immobilière. Ok. Alors ça, c'est un gros travers pour les investisseurs immobiliers et je les reprends souvent. Mais ils me disent, du coup, je vais faire 50 000 euros de plus-value. Non, tu vas faire 50 000 euros de marge brute. Cette marge brute, elle est là. Il y a personne, tu te fais pas fonctionner chez le notaire comme pour du locatif ou en résidence principale, en nom propre. Comment elle est là. Et en fait, à la fin de l'année, tu fais un bilan comptable, tu additionnes tous ces résultats auxquels tu déduis les charges. Voilà, si tu as des restos, ta voiture, du salaire. Donc, suivant ce qui reste, tu vas être sur la fiscalité des sociétés. Ok, donc les premiers 38 000 euros à 15% et la suite à 26% maintenant, je crois, depuis cette année. Donc voilà, tu es vraiment sur une fiscalité de structure commerciale avec tous les contraintes et les avantages que ça comporte. Parce que les contraintes, c'est que tu te fais fiscaliser quand même assez important. Enfin, c'est assez important. Alors, en dessous, tes premiers 40 000 euros, enfin 38 000 euros, à 15%, c'est pas énorme quand même. C'est franchement, voilà, la fiscalité est d'habitude plus dure, donc 38 000 euros, 40 000 euros, ça permet quand même de te verser déjà un bon salaire, sachant qu'en plus c'est une fois salaire perçu, donc c'est vraiment que ta trésorerie qui se crée. Donc voilà, t'es sur vraiment une structure d'entreprise, t'es plus sur une structure immobilière type société civile ou non propre, donc t'es assujetti à l'impôt sur les sociétés tout simplement. Alors, Valentin, tu signes le compromis ou l'acte le même jour? On ne doit pas avoir l'accord du vendeur pour signer un compromis quand on est encore nous-mêmes sous compromis. Alors, tu peux signer les compromis le même jour. Alors, tu signes d'abord ton compromis d'achat avant de signer ton compromis de vente. Ça, c'est logique. Par contre, tu peux signer le même jour et tu peux signer les ventes aussi le même jour. Ok, les réitérations. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, maintenant, sur ce que tu dis, sur le fait d'avoir l'accord du vendeur, oui, parce que personne n'a le droit de vendre un bien dans lequel il n'est pas propriétaire. Exactement. Enfin, et surtout de jouir d'un bien d'autrui, enfin, de pouvoir faire quelque chose d'un bien sur lequel tu n'es pas encore propriétaire. Donc, alors, c'est encore une fois, c'est toujours pareil, c'est une mesure du risque, parce que il y a des vendeurs qui acceptent, des vendeurs qui acceptent pas. Ok. Donc, quand tu arrives à la passer, tu la passes et c'est très bien. Maintenant, si elle y est pas, le seul risque que tu portes, c'est que la vente ne se fasse pas. Ok, c'est-à-dire que le vendeur pourrait se rendre compte que tu fais une marge et faire capoter la vente. Donc, il y a un moment, il faut toujours poser, t'es entrepreneur, tu poses le pour, tu poses le contre. Est-ce que tu préfères ne pas faire du tout l'opération ou prendre le risque qu'elle ne se fasse pas? Moi, à choisir, je prends le risque qu'elle ne se fasse pas et je fais ce qu'il faut pour qu'elle aille au bout et que ça se passe très, très bien. Ça m'est arrivé une fois de le faire comme ça et personne m'a jamais rien dit et l'affaire est allée au bout sans aucun problème. Alors, Nurdam, une autre question. Donc, on a trouvé une maison avec un terrain constructible de 3000 m² qu'on aimerait diviser. On voulait monter une société de marchand de biens pour vendre. Peut-on diviser le terrain afin d'éviter la TVA payée au moment de la vente? Et comment faire? Car il faudrait le faire avant d'acheter, si j'ai bien compris. Non, alors là, t'as pas bien compris. Si tu achètes juste un terrain à bâtir et que tu le laisses à bâtir, tu seras à la TVA sur marge. Les terrains à bâtir sont soumis à la TVA sur marge. Ok, donc c'est comme ça. Tu auras la TVA sur marge. Donc en gros, alors c'est pas ça le calcul. Donc il est assez complexe, mais en gros, si tu as fait 20 000 euros de marge, tu payes de la TVA que sur la marge. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon, pour simplifier la chose, on va rester là-dessus. Donc sur 20 000 euros, 20% de TVA, tu vas payer 4 000 euros et ta marge réelle est de 16 000 euros. Maintenant, si tu achètes un terrain, le fait du TVA sur prix total, c'est quand tu transformes un terrain qu'on va appeler bâti en terrain à bâtir. Ok, c'est-à-dire par exemple, tu achètes un terrain avec une maison et un terrain à côté, tu divises le terrain, tu l'écartes, c'est toi qui le fais, donc tu transformes une partie de la parcelle qui était dite bâtie en terrain à bâtir, et du coup, cette parcelle, quand tu vas la vendre, le foncier va passer à la TVA sur prix total. Donc tu imagines que là, je reprends le même calcul, tu vends 120, tu as acheté 100,
et bien en fait, la TVA sur tes 120, c'est 20%, donc c'est 20 000 euros. Et donc en fait, tu revends, enfin tu perds toute ta marge part à côté. Donc il faut réellement, quand tu achètes ce genre d'opération, oui, c'est de faire la division et le documentaire-portage à la charge du vendeur. Et toi, tu achètes bien 2 parcelles distinctes pour éviter ces jeux de TVA. Combien peut coûter une viabilisation pour un lotissement de silos? Alors, c'est assez complexe. Si tu as 6 lots en fait qui sont sur la rue, typiquement alignés, tu sais, alors je suis désolé, j'ai pas d'habitude, j'ai mon petit truc pour partager, je peux pas là. Mais en gros, tu vas être sur 7 à 8 000 euros de viabilisation par terrain quand ils donnent directement sur la rue. Ensuite, tu as silo quand tu rentres comme un lotissement, ok. Donc quand c'est très bien fait, tout droit avec un arc, tu sais, un rond-point en bout et tu reviens, tu peux et que le terrain est bien plat, qu'il n'y ait pas de problème de sol, tu peux être sur 15 000 euros. Et en gros, plus tu complexifies la chose et plus tu vas arriver sur entre 15 et 25 000 euros globalement si le terrain est un peu pentu, si voilà, tu es obligé de faire un L un peu à la con avec 2 terrains un peu mal foutus. Voilà, mais globalement, tu peux partir entre 15 et 25 000 euros. Et donc, si tu mets 25 000 euros, normalement, tu ne devrais pas avoir de surprise. Par terrain, attention. Parce qu'il y a la voirie, il y a tout à prévoir. Il n'y a pas que les concessionnaires, il faut aussi faire la voirie et voilà. Vous avez beaucoup de questions ce soir et merci encore. Donc, n'oubliez pas pour les sessions, 10 personnes pour la session du mois de mai, 10 personnes juin, parce que comme vous êtes nombreux à cliquer sur réserver un appel, sachez que ceux qui passent en priorité sont ceux qui prennent l'information. Hein, donc, je tiens à vous le rappeler. Alors, Quentin, je suis actuellement investisseur locatif et je souhaite me lancer en tant que marchand de biens avec 4 associés. Est-ce une bonne idée de se lancer à 4 associés afin d'avoir un gros apport, sachant que nous allons faire les travaux nous-mêmes les premières années afin de revendre rapidement et de rembourser les crédits rapidement? Alors, Ouais. Il y a un mélange avec l'esprit locatif, quoi. Ouais, en fait, ce que j'allais dire, quand tu t'associes en marchand, moi j'appelle ça le scan MDB. Tu as plusieurs postes, hein, parce que en gros, ce que tu sais, ce que tu es capable de te faire financer, l'apport que tu as, les connaissances que tu as, etc. Et en fait, tout ça, tu dois le poser. Hein, il y a 6 postes là-dessus. Et l'associé que tu vas aller chercher doit forcément te donner du levier. Si c'est pour t'associer, ça sert strictement à rien et ne t'associe pas. Et souvent, alors c'est pour ça que je dis ça, parce que souvent quand on s'associe avec 4 associés, donc ça veut dire que vous êtes 5, franchement, c'est sûr que ça sert à rien. C'est-à-dire que vous allez arriver sur un projet, du coup, pour vraiment que ça fonctionne, il faudra être sur un projet énorme. Et ça veut dire qu'il faudrait avoir de l'expérience. Donc en fait, ça marche pas. Quand tu démarres en tant que marchand, une fois que tu vas choper le savoir-faire, il faut que tu chopes quelqu'un, si tu veux t'associer, qui va… En fait, chacun apporte quelque chose qui apporte aux marchands de biens. C'est ça, il va falloir que le mec il t'amène soit du cash ou soit un appartement payé en hypothèque, tu vois, un truc qui va te permettre d'avoir le levier bancaire plus fort ou que le mec il sache complètement piloter les travaux à ta place. Et encore, ça, tu vois, tu peux prendre un maître d'œuvre, tu peux avoir un réseau d'artisans. Vraiment, hein, en marchand, il y a le savoir-faire, l'expérience et le financement. Donc, parce que tu peux avoir du savoir-faire et pas d'expérience. Alors ça, en marchand, c'est frustrant. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont d'expérience, par exemple sur de la division d'immeubles, qui n'ont jamais fait de terrain à bâtir, mais on va les financer parce qu'ils sont estimés dans le pôle promoteur marchand de biens. Tu vois, t'as l'expérience, mais pas le savoir-faire. T'as l'expérience en général, pas le savoir-faire. Et donc, il faut au moins que quelqu'un t'apporte une de ces 3 strates, le financement, le savoir-faire ou l'expérience, important. Donc toi, le savoir-faire, tu peux aller l'attraper en te formant, voilà. Et l'association vient souvent sur les deux autres, l'expérience et le financement. Alors, Yann, peut-on jouer à louer un bien durant une année sur une opération de marchand de biens, même si ce n'est pas le but du jeu? Écoute, oui. En fait, tu achètes un actif que tu as en stock, comme dans une entreprise d'électricité, quand elle achète des tourets de câbles, elle a ce qu'on appelle un stock. Bon, sauf que son stock, il donne pas de rendement, sauf si le prix du cuivre explose. Par contre, dans l'immobilier, tu peux acheter un bien qui est tout déjà loué. En ce moment, j'en ai un, il y a 110 000 euros de loyer annuel, et il est loué, il continue à être loué. Et donc, tous les mois, j'encaisse des loyers. C'est-à-dire que c'est un produit que j'ai acheté qui était déjà tout loué, donc j'encaisse des loyers et je le revendrai. Alors, ce qui est bien avec ce genre de stratégie, c'est que du coup, à 98% des fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En gros, le coût de crédit est souvent, généralement, entre un quart et un tiers de tes loyers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu portes,
plus tu gagnes de l'argent. Tu comprends? C'est-à-dire que tu as un financement qu'on te donne qui te demande, je sais pas, 2500 euros et toi, tu encaisses 10 000 euros de loyer. Donc, quoi qu'il arrive, tant que tu gardes ce bien-là, tu es rentable. Alors après, c'est autre chose parce que les financements sont sur 24 mois, etc. Mais ça veut dire que toi, quand dans une stratégie de commercialisation, tu es à l'aise. Tu prends ton temps, tu attends, tu décides d'avoir une bonne offre, tu as une stratégie de vente haute du marché parce que tu n'es pas stressé avec tout ça et ça te, enfin, vraiment c'est une bonne stratégie. Alors après il faut que le bien soit bien, qui est vraiment derrière pas une stratégie de tout rénover parce que sinon virer les locataires par contre en tant que marchand de biens c'est hyper complexe quoi, hein. En tant que des locataires sur du bail d'habitation, le copro et professionnel c'est différent, mais des bails d'habitation c'est compliqué donc je vous invite à pas démarrer par ça. Il faut pouvoir avoir des grosses ressources, de pouvoir porter les biens pour pouvoir donner de grosses indemnités de départ et ça peut être très compliqué et les banques financent quand tu n'as pas d'expérience, c'est mort. Mais du coup, ça peut être une solution hybride de dire pendant 12 à 18 mois, je vais encaisser des loyers et derrière, je lâche le bien. Ben, en fait, si tu veux, là, j'ai un bien que j'ai acheté. Je suis en train de, enfin, j'allais réaliser des travaux et j'ai déjà les baux de louer. En fait, j'ai déjà trouvé des personnes pour rentrer dedans et j'avais décidé de le garder pendant 3 ans parce que c'était une très bonne affaire que j'avais fait. Et donc, en fait, je créais de la marge. Encore une fois, on parle pas de plus-value, donc je créais de la marge tous les mois sur un bien financé à fonds propres. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, Seb, garde-le, ça va t'amener de la, j'avais pas besoin de trésorerie et garde-le et tu vas faire de l'argent. Et du coup, j'ai une stratégie de dire, si quelqu'un m'appelle, on me demande un foncier, ce qui m'arrive régulièrement, on me demande, ouais, qu'est-ce que tu as à vendre en ce moment, etc. Parce que mon réseau a l'habitude. Et j'ai été appelé, du coup, pas au mois d'avril, du coup, au mois de mars. Et donc, on est passé sous compromis et pour une vente prio en disant, voilà, moi, votre produit il est packagé, il y a les locataires qui sont en place, le produit il est neuf. Moi, si vous le voulez, c'est tel prix et il tourne quand même bien. Hein. Attention, on vend des trucs propres. Mais en soi, du coup, ça m'a vraiment permis de dire, je suis à l'aise. Soit je vends cher, soit je garde et je crée de la marge dans ma société de marchand, tout simplement. Donc, tu crées de la marge et derrière, tu vends de la renta. Est-ce que c'est une question indiscrète de savoir c'est quoi la renta sur cet immeuble? Alors, sur celui-là, c'est une très bonne renta parce qu'on est sur un produit risqué. Encore pareil, hein, suivant la ville, suivant le risque. Là, j'étais sur un 8% net. Donc, c'est une belle renta qui était vendue, un net. Attention, hein, pas brut. Donc, c'est un beau produit. Par contre, c'est un studio, un garage et une colocation avec du terrain, etc. Donc, c'était important d'avoir une bonne renta. Encore une fois, moi, je dis toujours, hein, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et là, typiquement, on est sur des acquéreurs qui n'ont pas de temps, qui bossent comme des acharnés, qui le reste du temps sont avec leur famille. Ils ont un problème à régler de décision, de confiance. Ils n'ont pas de réseau d'artisans, ils n'ont pas de réseau d'achat. Ça fait des années qu'ils passent énormément de temps. Et en fait, j'ai réglé ces problématiques en leur amenant une sécurité, le fait d'être encadré, d'avoir vraiment des gens qui les aident à tout ça hein, et vraiment qui les accompagnent sur la fiscalité, etc. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Et d'ailleurs, ils ont l'accord de financement et je devrais signer ça avec eux courant mai. Là où je dois démarrer les travaux et donc c'est eux qui vont faire les travaux à ma place. Hein. Moi, je leur ai tout préparé. Ils n'auront plus qu'à gérer les travaux avec mes artisans. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on en parlait dans la stratégie d'être opportuniste. En fait, on vend 8% de rentabilité. Quelle est la plus-value? La plus-value apportée par Sébastien, c'est qu'il a créé une colocation dans l'ensemble immobilier. Demain, il n'aurait pas eu la présence d'esprit de le faire, il aurait mis un seul locataire, on aurait peut-être une rentabilité à 5-6 points. Vous voyez, donc l'idée, encore une fois, c'est par rapport au bien que vous allez trouver, vous allez pouvoir derrière mettre en place une stratégie. Donc, évitons les questions de est-ce que je dois créer une holding tout de suite, est-ce qu'il me faut 4 associés pour démarrer, quelle va être l'imposition si j'achète mais que j'ai des travaux, mais que j'amortis pendant 18 mois. Et l'idée, c'est déjà de chercher par rapport à ce que vous trouvez, on va définir une solution. Et c'est pas par rapport à toutes les solutions que vous allez trouver quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, autre question, Jérémy Hervé. Comment avez-vous créé votre réseau et combien de temps pour se le faire? Alors, la création d'un réseau long terme, c'est long.
Je vais pas te dire que tu vas le faire en 3 mois. Ça, c'est faux. Par contre, le fait de détecter les premières opérations, parce qu'il y a 2 choses. Il y a le fait de détecter 1 à 2 opérations. Ça peut être fait très facilement entre 2 et 5 mois, en fait, le temps que tu mettes en place les choses, que tu maîtrises encore une fois ton marché, que tu saches cibler le bien et que tu saches le trouver. Ok, ça c'est la première chose. Mais après, un réseau complet, un réseau d'achat, un réseau de vente qui te permet vraiment de faire des affaires régulièrement. Pour moi, il faut entre 12 et 24 mois pour avoir un réseau établi. Et c'est pour ça que je dis toujours la première année, on apprend la compétence métier. La deuxième année, on apprend l'entrepreneuriat parce que c'est là qu'on crée le réseau et l'entrepreneur a besoin de réseau. Et la troisième année, on peut scaler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que tu peux pas démarrer marchand parce que t'as pas ton réseau, etc. Rien à voir. Justement, tu démarres marchand, tu es en train de créer la chose. C'est pas parce que tu as créé une société que tu es marchand. Tu crées ta société, ça va mettre des années à devenir marchand de biens expérimenté. Tu vas pas l'être en créant une boîte. Ça veut dire, dans ce cas, créer une boîte demain matin et tu es marchand de biens. Non, c'est pas le fait d'avoir créé une boîte que tu peux te dire que tu l'es. Donc, le fait de faire des affaires et de pouvoir commencer à générer de la trésorerie, c'est important. Donc, il faut démarrer le plus rapidement possible, qui va te permettre de créer ton réseau petit à petit et de l'avoir efficacement, suivant les profils, entre 12 et 24 mois. Je pense que c'est suivant le temps que tu y passes, etc., c'est un bon curseur. Mais encore une fois, toutes les entreprises que vous avez pu voir, je crois qu'on parle souvent, on voit les photos de Jeff Bezos dans son garage. Les mecs, ils ont commencé avec rien. Au début, ils avaient rien, et ils ont fait les choses étape par étape. Ils ont accepté la situation. Ils ont gravi des marches et pas des montagnes tout de suite. Et c'est comme ça que tu y arrives. Et donc, au démarrage, tu n'auras pas de réseau, ton pitch sera mauvais. Encore une fois, tu apprends, tu comprends, tu passes à l'action, tu auras beaucoup d'échecs. Et c'est ce qui te fera t'améliorer et faire les choses mieux après. Mais je le dis souvent à ceux que j'accompagne, c'est arrêter de vouloir. Ils me disent, mais quel est le pitch? Comment je dois le faire? Qu'est-ce que je dois dire exactement? Non, putain, vas-y, t'inquiète, tu seras mauvais. Non mais vraiment, je dis, vas-y, t'inquiète, pousse la porte de l'agence immobilière, ce sera très mauvais. Donc si d'ailleurs, peut-être là où tu voudras plus y retourner, comme ça, voilà, mais tu vas juste apprendre à parler, tu vas voir la réaction que la personne en face de toi, ça va commencer ton cerveau va implémenter les réponses, va retravailler son pitch et va te permettre de t'améliorer. Donc ce qui est important, outre le fait de passer à l'action pour créer son réseau, c'est de maîtriser ce que tu fais et de professionnaliser les choses. Parce que il n'y a rien de pire que les gens qui partent à l'arrache, voir des agences immobilières, voir des notaires pour essayer de trouver des biens immobiliers. Et tu comprends que les gens rappellent pas. En fait, il y a un moment, il y a un manque complet de professionnels, tout simplement, qui fait qu'à un moment, tu es marchand de biens. Tu n'es plus le mec qui veut s'acheter son studio pour avoir une rente, un cachot de 50 balles par mois ou alors une retraite. Tu es obligé de te professionnaliser. Ça me rappelle ma première fois avec Women Invest où je me suis dit, vas-y, t'inquiète, tu seras mauvais. Et regardez, on est toujours ensemble, hein, donc clairement. En plus, pour par contre être sérieux, parce que vous savez que moi je rigole énormément, mais je rigole autant que je suis sérieux. Et d'ailleurs, j'aime bien travailler sérieusement en rigolant beaucoup, parce que ça permet de désacraliser les choses et on est de passage sur cette terre. Avant nous, il y a des gens qui gagnaient de l'argent dans l'immobilier. On gagne en ce moment de l'argent dans l'immobilier, et quand on sera plus sur cette terre, des gens en gagneront encore. Donc, vous prenez pas la tête. L'idée, c'est de pas de réinventer la roue, c'est pas d'inventer l'eau chaude. Vous prenez l'expression que vous voulez. Le réseau est très important. Il est mouvant. Moi, j'étais très bien avec des directeurs d'agences de banque qui se sont barrés. J'étais très bien avec des plaquistes qui, parce qu'ils ont gagné 2000 ou 3000 euros sur un chantier, pendant 3 mois, après, donnaient plus de nouvelles. J'étais très bien avec un architecte qui, d'un seul coup, ça lui est monté à la tête, il s'est pris pour un artiste et il était à 5000 balles pour faire des plans pour un 150 mètres carrés. Donc, le réseau, il est important de le mettre en place, mais sachez que derrière, il va bouger. Vous aurez pas le même maçon si vous commencez maintenant et que vous achetez dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous n'aurez pas le même conseiller en banque maintenant parce que ce sont des humains. Et les humains, ils ont des promotions, ils ont des mutations, ils ont des changements de vie, ils ont des problèmes de santé, ils ont les mêmes soucis que vous. Donc, vous vous entendez bien avec un conseiller bancaire, prenez ce qu'il y a à prendre. Soyez professionnel, prenez votre prêt. Il vous dit que vous avez une autre ligne de crédit qui va arriver. Et ce qui va se passer dans le futur, ça sera dans le futur. Il y aura tellement de paramètres que ça sera changeant. Donc, pour moi, le réseau, il est important à mettre en place, mais surtout à fidéliser, et sachez que ça changera. Voilà, vous pouvez très bien… Et ça prend du temps. Et pour revenir sur les échecs, pour moi, je pense exactement pareil que Sébastien, dans le sens où c'est grâce à ces échecs qu'on apprend aussi beaucoup. Et on sera toujours confronté avec des échecs, même si on a l'impression de maîtriser des choses.
l'immobilier, que ça soit marchand de biens ou immobilier locatif, il y aura toujours des impondérables, des choses qu'on n'a pas forcément vues ou qui arrivent, ou voilà, des choses qu'on n'aura pas forcément prévues. Ça fait partie du jeu et c'est grâce à ça qu'on apprend. Mais j'ai fini pour la petite histoire. C'était mardi un coaching avec un individuel avec un des membres qui me dit à la fin, je lui dis bon alors qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Ça fait 9 mois et il me dit c'est plus facile que ce que je pensais. Et j'ai adoré parce que c'est quelqu'un qui avait énormément de barrières, il demandait beaucoup de validation, etc. Et je lui dis mais arrête, ça n'a pas été facile. T'as vu toutes les claques que t'as pris tout le long du chemin là. Tu pas à chaque fois, il appelait, on l'a remonté, on lui a dit non mais ça c'est pas grave, ça fait comme ça. Le bien non celui-là ça va pas, positionne-toi là-dessus, etc. Et là en fait entre temps il a quitté son job du coup pour passer encore plus de temps. Vous imaginez quand même quitter son job. Enfin on sait que c'est quand on a un bon CDI qui va bien. Il était ingénieur, je sais plus trop quoi. Et ben, à un moment, il s'est dit, je quitte tout ça. Et du coup, en fait, à force de faire des efforts, à force d'y arriver, à force d'avoir des galères, et ben aujourd'hui, il est positionné sur un bien où il va faire 200 000 euros de marge. Donc, alors il s'est associé parce que le bien dépassait ses compétences, donc on l'a associé avec un autre membre qui avait lui du cash. Et ben voilà, il va faire 100 000 euros sur alors d'ici 2 mois et demi. Et il me dit, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est c'était plus facile que ce que je pensais. Et en fait, tu te rappelles plus de tout. En fait, tu te rappelles plus de tout ce qui s'est passé parce que tu vois plus que voilà le haut de l'iceberg. T'es content. Voilà. Et c'est pour ça que souvent on se dit quand on veut démarrer, ah, mais c'est trop gros pour moi, etc. Non, faut juste se dire non, c'est pas trop gros. Ça va être plein de difficultés, mais par contre, quand t'es arrivé au bout du chemin, t'en es bien content, quoi. Faut-il ouvrir une société de marchand de biens en SCI, SAS ou SARL? Alors SCI c'est complètement interdit, donc il y a même pas la peine de se poser la question. Hein. Tu seras forcément requalifié. D'ailleurs il y a une jurisprudence qui est encore passée parce que c'est pas la première qui requalifie automatiquement les achats-reventes en SCI. Avant on pouvait quand c'est noté dans les statuts le faire une fois en fait et clôturer la SCI. Là ils ont clairement dit quoi qu'il arrive on n'en veut pas. Donc avec tous les risques que ça comporte. Donc la SCI, on oublie. Alors certains le font parce qu'en fait, c'est plus facile d'avoir le financement en SCI parce que t'es caution solidaire et du coup on te fait un prêt sur 20 ans que tu rembourses juste après, etc. Mais ça, attention, hein, le fisc t'es mis en rouge et tu te fais directement redresser et tu lui donnes toute ta marge, même plus. Hein, attention, hein, faut en avoir conscience. Et donc sinon après c'est SARL, SAS. Alors après là SARL, SAS ou SASU URL. Ça dépend vraiment de la fiscalité que tu as, d'où est-ce que tu en es. C'est difficile de répondre comme ça. Hein. Ça dépend où est-ce que tu en es dans ta carrière, quel type de bien tu vas chercher. Est-ce que tu as des associés, est-ce que tu en as pas, est-ce que tu dois faire une levée de fonds, est-ce que tu dois pas faire de levée de fonds. Il y a tout un tas de choses qui vont autour de ça. Moi, ce que je prône, qui va vite, surtout quand tu veux faire structurer et fermer ta société ou même la continuer, une SAS en marchand de biens ou SASU, c'est quelque chose de bien parce que ça te permet globalement de tout faire suivant le besoin que tu as. Parce que le besoin que tu n'as pas sur cette opération, si ta société continue, tu auras peut-être un autre besoin demain. Et la SAS ou SASU permet de le faire, ce que la SARL ne permet pas tout le temps. Que se passe-t-il si on ne fait plus d'opérations dans une société de marchand de biens, si par exemple on ne fait qu'une seule opération? Eh ben, tu as 2 façons. Soit tu la laisses en sommeil, et il y a nos problèmes avec ça. Donc tu t'arranges avec ton comptable pour que ça te coûte pas trop cher, hein, parce qu'il va te prendre un petit billet pour le changement. Donc si tu as fait 100 000, filer 300 balles l'année d'après à ton comptable, c'est pas grave, en te disant si dans 2 ans je refais une opération. Tu vois, par contre, si tu as décidé d'arrêter, faut liquider la société tout simplement. Et puis tu prends tes bénéfices et tu passes à autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, et ben c'est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y aurait encore des interrogations dans la suite des événements pour tous ceux qui ont pris rendez-vous par téléphone? Un conseiller va vous appeler. Ils appellent quand du coup En fait, il y a un calendrier qui permet de prendre rendez-vous. Donc c'est à vous de choisir. Hein. C'est de mémoire, c'est jusqu'à fin avril. Et donc vous verrez, c'est un des coachs qui sera là en fait pour vous accompagner aussi. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et alors j'ai pas les créneaux horaires. Hein. Vous les aurez en cliquant sur le lien. Donc ça,
félicitations pour tous ceux qui ont pris la formation, pour tous ceux qui ont réservé déjà leur petit rendez-vous. Et ben ça c'est top. Vous allez pouvoir comme ça faire un point. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette conférence. Vous avez été très nombreux ce soir, c'était super. Moi, ça m'a fait super plaisir de rencontrer et de présenter. Pas de rencontrer, non, on a déjà rencontré. Faire rencontrer. Ah oui. Parce qu'on est déjà allé chez Seb, mais on peut pas tout vous dire parce que sinon ça va être une censure. Non, c'est quand on apprécie les gens, on les présente et vous savez, on présente pas beaucoup de monde. Pour l'instant, on vous a présenté Alison de Vive de l'immobilier et Sébastien. C'est pour vous dire comment on vous présente pas beaucoup de monde. Mais voilà, Sébastien, il vit dans notre ville, donc si c'est un escroc, on saura le retrouver. Il y a pas de souci. Et puis sans rire, vous savez. On a bien discuté ensemble, des discussions d'investisseurs. Il suffit de poser 2-3 questions. On voit comme ça répond. D'ailleurs, Sébastien, faut même le freiner parce que lui, il répond limite trop vite. Donc, c'est toujours un plaisir. Sachez qu'on est dans la durée sur ce partenariat. Hein, vous nous suivez. On est H24 sur les réseaux. On sait que cette formation, c'est un investissement, donc forcément, il faut aussi s'organiser, il faut le préparer. Donc, on répondra à toutes vos questions. S'il y en a ce soir, s'il y en a demain, s'il y en a après-demain, on est là pour vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, via Instagram. Enfin, peu importe. Vous pouvez suivre Sébastien sur Instagram. Il a d'ailleurs un e-book. Vous pourrez lui demander ou si vous êtes sage, on vous enverra un petit mail avec son e-book. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait de pouvoir télécharger l'e-book de Sébastien. Auquel cas, on vous l'enverra par mail. Vous aurez la possibilité de pouvoir le télécharger comme ça gratuitement. Et puis, nous, on reste à votre disposition. Donc, le deal, vous n'avez pas besoin, encore une fois, je vous le dis, hein, vous prenez rendez-vous sur le calendrier, vous prenez votre formation. Automatiquement, vous recevrez une invitation pour venir sur notre chantier. On peut pas faire mieux en termes d'immersion. On essaiera de mettre la date ensemble et je ferai le maximum pour être là. Donc, parce que j'imagine que c'est aux alentours de la région, de notre région. Donc, je ferai le maximum pour être là. On posera une date où je peux être présent et pour répondre à toutes vos questions. Ça me fera plaisir parce que c'est toujours intéressant. En plus, on a tous des façons différentes de voir un bien et d'analyser. Donc, de partager là-dessus, ce serait vraiment top. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, on vous laisse. Du coup, je vais vous envoyer à tous un petit mail pour. Il y a eu des demandes pour l'e-book, et puis ça s'était arrêté. Au niveau du chat. Ouais. Hein, étonnant. Et puis en tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de vous retrouver si nombreux ce soir. Sébastien, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Écoutez, tout d'abord merci parce que je vois que vous êtes resté à plus de 130 jusqu'à la fin. Donc merci, ça fait plaisir, ça se voit que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc écoutez, non, merci pour tout. Je sais que c'est un sacré investissement pour beaucoup de gens, mais ça ne peut pas passer outre ça. C'est-à-dire que ce serait même un risque. C'est-à-dire que les gens qui sont pas prêts à investir ça ne pourront pas de toute façon passer les étapes. Si vous avez tout un tas de questions, n'hésitez pas à passer par Laurent et Maud ou par moi et ce sera avec plaisir. Je réponds à énormément de questions sur Insta. J'essaie d'être vachement présent. Je fais comme vous des lives ou échanges questions-réponses. Donc voilà, on essaie d'être très présent et de vous donner de la valeur. Donc profitez-en et en tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir été présents. Ouais, merci à tous. Allez, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine conférence très bientôt. On vous donnera la date sur la prochaine conf. On vous dit bon investissement à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.